Aussi vrai que le génie congolais a colonisé l'espace musical français, il n'y a pas de révolution sans révolution des mentalités. C'est sur cette citation célèbre que j'inaugure ce nouvel épisode de la librairie africaine afin de vous nourrir. Mais avant, je me dois quand même de rappeler ce qu'est la librairie africaine pour celles et ceux qui débarqueraient comme on débarque de l'avion. La librairie africaine, c'est dans un premier temps une table ronde visant à réunir les intelligences au nom de l'intelligence collective, le Ubuntu version cartésienne. Nous pensons donc nous sommes. Mais dans un deuxième temps, la librairie africaine, c'est le moteur d'une révolution des mentalités dans les pratiques. À commencer par la première des pratiques, partant d'un constat simple. De Webb Dubois à Barack Obama, en passant par Huey Newton, Frantz Fanon, Malcolm X, et j'en passe. Et j'en passe. Toutes ces figures qui nous inspirent ont un dénominateur commun, la lecture. Nous nous en sommes inspirés pour notre vie individuelle et maintenant, nous avons pris pour mission de transmettre ce flambeau, de réveiller ce feu en vous incitant à lire. Pas uniquement pour blablater, mais pour vous construire. Il n'y a pas de construction individuelle sans connaissance. En un mot, lisez pour devenir ou mourrez dans la passivité. Et aujourd'hui, nous allons aborder une réflexion autour d'une œuvre, celle de Saïd Bouamama, intitulée « Les figures de la révolution africaine ». Et vous verrez qu'il y a de quoi dire. D'autant plus que je suis parfaitement bien entouré pour aborder ces questions avec des princes et une princesse de la lecture. On va commencer honneur aux dames. Marie-Fidèle. Bonsoir, bonjour téléspectateurs, bonsoir Herman. Ravi d'être là, ravi d'être en compagnie aussi de mes frères ce soir. Et donc voilà, j'ai hâte d'entamer cette discussion. Merci à toi. Allez. Bonsoir à tous, bonsoir Herman, ravi d'être là aussi. Allons-y. Parfait, simple et efficace. Brad, sois le bienvenu. Bonsoir à tous, très content d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de discuter avec toutes les personnes autour de ce plateau. Parfait, merci aussi de nous avoir honoré de ta présence, Maestro. Bonsoir tout le monde, en tout cas merci pour l'invitation. Comment manquer cette thématique, les figures africaines de la Révolution? Il y a des choses à dire, en tout cas merci de m'avoir invité. Et enfin, Carson. Bonsoir Herman, bonsoir à tous. Très ravi d'être là et hâte de commencer. Très bien. Alors, sans plus attendre, on va d'abord planter le décor en essayant d'y voir clair, sachant que c'est un terme que l'on emploie beaucoup. Pour vous, qu'est-ce qu'une révolution? J'aimerais reprendre personnellement les propos de Saïd Bouamama, à savoir que les révolutions, telles qu'elles ont été analysées notamment dans l'ouvrage, partent toujours d'une effervescence. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de terreaux fertiles en fait à mettre en place ce type d'insurrection. Autrement dit, des inégalités économiques, des inégalités sociales également. Et la vision qu'il défend, c'est une déconstruction de plein de mythes autour de la Révolution. À savoir que la manière dont on l'aborde dans la littérature scientifique de base ou bien même dans l'écho médiatique, on va dire, c'est qu'on utilise la Révolution comme un moment fixe, un moment fixe dans l'histoire avec un enchaînement en fait, d'événements. Et en fait, l'idée qu'il défend ici, c'est que la Révolution, c'est plus que ça. C'est quelque chose qui révolutionne ou qui impacte plusieurs degrés, plusieurs dynamiques, notamment sociales, culturelles, politiques, surtout quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et lui, il saisit justement les notions de révolution qui ont traversé le continent africain. C'est surtout la mise en lumière de plein de figures masculines, même si je pense qu'il y a énormément de femmes. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait faire plus un zoom sur la reine Ndinga qu'on voit ici, ou bien une autre femme que je considère comme une révolutionnaire, Kimpa Vita, pour mettre en évidence justement comment elles se sont inscrites dans la lutte, comment leur pensée, leur politique d'action continue à animer les consciences africaines dans la continuité. Et je pense qu'on va en parler de manière ultérieure ici. Là, tu as déjà bien planté le décor, si je puis dire. Et donc, en résumé, en une phrase, pour toi, c'est quoi la révolution?
La révolution, c'est pour moi l'inscription d'un changement d'un système à plusieurs degrés dans la continuité. Très bien, merci. Pour ma part, la révolution, c'est le passage d'un état à un autre. C'est-à-dire que, pour moi, la révolution, ça prend du temps. C'est pas quelque chose de, comme tu dis, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui peuvent amener à une révolution. Donc après, les raisons sont souvent dues à une oppression ou autre. Mais je pense que la notion de temps est importante. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. En gros, c'est le ras-le-bol, entre guillemets, d'un état de soumission. D'accord, là tu parles de révolution politique alors. Pas forcément, mais oui, entre autres. D'accord. Parce qu'il y a révolution scientifique, est-ce que c'est un ras-le-bol? Comme il a dit Alilou ici présent, pour moi c'est un ras-le-bol et on sonne une révolte. Donc on essaye de se sortir de quelque chose où on peut être soumis ou autre. Et après pour le reste, madame, pour moi a déjà tout dit. Mais pour moi c'est surtout sortir d'un ras-le-bol. D'accord, donc la révolution, tu dirais que c'est une révolte réussie? Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais je pense qu'il faut la tenter. D'accord, donc ça part d'abord d'une révolte. Voilà. Très bien. Après, je pense qu'on aura tous chacun sa propre définition. Je dirais simplement que la révolution, c'est le constat d'un moment où il y a des inégalités qui persistent. Il y a certaines personnes qui vont adopter un mécanisme de défense de façon à pouvoir éveiller le groupe pour pouvoir les pousser maintenant à agir. C'est pour ça que Sankara disait qu'il n'y a pas, la révolution ne se passe pas que dans les mots, mais c'est dans les actes. Parce qu'aujourd'hui, on aura beau parler, mais si on ne passe pas à l'action, on reste des beaux parleurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord observer, voir comment on peut réunir la communauté ou le groupe, et ensuite inciter le groupe à passer à l'action. Très bien, merci. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit la sœur. C'est quelque chose d'effervescent, pardon. Une effervescence qui s'inscrit dans le temps. Hein, un changement sur le plan anthropologique. Voilà. Très bien, synthétique. Et pourriez-vous me donner un exemple de révolution, s'il vous plaît, que vous avez en mémoire? Il y a énormément de révolutions. La révolution algérienne, par exemple, les projets qui ont été portés par Patrice Lumumba, parce que personnellement, moi, je me spécialise plus sur l'histoire coloniale belge. Donc moi, personnellement, c'est une personne qui a énormément marqué la manière dont j'ai pensé justement ce colonialisme, casser un peu ce récit classique où quand j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique, j'ai été confrontée à cette image qui est un peuple dominé, massacré. Étant moi-même rwandaise, mon pays aussi a eu ce passé colonial et Lumumba a vraiment immergé pour pouvoir me permettre de me comprendre qu'il y avait un autre pan de cette histoire, une histoire de résistance, une histoire de force, une histoire continue, un rapport de force continu qui d'ailleurs commence à l'esclavage, se poursuit se poursuit avec le colonialisme et aujourd'hui se poursuit aussi avec le néocolonialisme que je définirais ici en prenant aussi les propos de l'auteur, c'est-à-dire l'instauration d'un système de dépendance en fait, qui ne nécessite pas forcément la présence militaire. Autrement dit, à travers quel canot, tu me diras, notamment des conceptions comme la France-Afrique, le franc CFA, le modèle démocratique. Ça se joue sur le plan économique, ça se joue également sur le plan culturel. Donc ça a vraiment été l'une des personnes qui m'a permis vraiment de pouvoir saisir tous ces enjeux qui sont traversés dans ces rapports de force. Donc la révolution, tu l'appellerais comment? Lumumbesque, c'est ça? On peut dire lumbouiste. Je ne m'aventurerai pas pour nommer ce type de révolution. Après Lumumba, c'est quand même un cas exceptionnel. Pour ceux qui ne savent pas, il n'a pas fait des grandes études. Au Congo, à l'époque, on les appelait les évolués. C'était les seuls indigènes, entre guillemets, qui pouvaient rester et se mélanger avec les Blancs. C'est en observant le comportement des Blancs qu'il a compris, en fait, qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse leur éduquer selon des valeurs chrétiennes et avoir des comportements qui ne correspondaient pas à ce qu'on leur enseignait. C'est pour ça que je dis que beaucoup de gens ne s'intéressent pas au fait que aujourd'hui on a la possibilité de faire des grandes études et tout ça, mais on n'a pas cet aspect critique de notre écosystème. Parce qu'une personne qui vit des injustices, tant qu'il ne se préoccupe pas sur sa propre réalité, il ne pourra pas sortir de la domination. C'est comme ça que je dis que Lumumba était plus aussi dans une analyse critique de ses semblables.
parce qu'il parlait aussi de s'occuper des traîtres de l'intérieur. C'est comme ça que je dis, en fait, c'est un personnage que beaucoup ne mettent pas en avant parce qu'il y a une méconnaissance effectivement de l'histoire. Mais il fait partie, en tout cas, sur la partie centrale des grands meneurs de la Révolution africaine. Et j'irai même plus loin peut-être dans ton propos, dans la manière dont il est considéré. Et la plupart de figures qui pop-up, en fait, qui se mettent qu'on met en avant par rapport à ces révolutions. D'ailleurs, en Belgique, on adore la figure de Lumumba, on le met partout, il y a toutes les sauces. Et d'ailleurs, big up au travail d'une de mes amies qui s'appelle Aurélie Moloa, qui a mis en place du coup. Big up Aurélie. Big up Aurélie, qui a mis en place tout un projet avec Kimpa Vita pour l'instaurer dans l'espace public dans une ville qui s'appelle Charleroi. Et la manière dont on parle de Lumumba et toutes ces grandes figures, c'est souvent comme étant des personnes, en tout cas Patrice Lumumba, on l'associe à quelqu'un qui n'était pas si intellectuel que ça. Il n'a pas fait l'université, mais on pourrait questionner d'ailleurs le niveau qu'avaient justement ces personnes à cette époque-là, hein, et comment du coup dans notre société contemporaine on a une dégénérescence, mais j'arrive. Le problème avec... Parce que les autres n'ont pas répondu encore. Ah mais je rebondis, je peux terminer mon propos. Le problème avec Lumumba, c'est que dans cette figure, on n'intellectualise jamais ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on le pense comme un grand révolutionnaire. D'ailleurs, on adore sa figure, on adore son image, on aime trop l'exhiber, mais on ne met jamais en avant qu'il a théorisé ses propos, notamment avec son discours qui était super incisif, où il a décortiqué totalement le système impérialiste colonial belge. Et d'ailleurs, son discours a fait énormément de bruit. Et donc voilà, c'était vraiment important pour moi de mettre en évidence que ce n'est pas qu'un révolutionnaire qui a levé le poing en l'air, mais il a théorisé ce qu'il disait. D'accord. Merci. D'autres révolutions en tête, en mémoire? Excusez-moi. Moi, pour moi, l'actuel, alors Martinique, pour moi, là, ce qui se passe, c'est une révolution. Les gens se révoltent. Comme je te l'ai dit, pour moi, on fait une révolution quand il y a un ras-le-bol. C'est ce qui se passe actuellement dans les Outre-mer, comme on appelle ces endroits-là. Et pour moi, actuellement, c'est ce que j'ai le plus en tête quand on parle de révolution. D'accord, très bien. Après, il ne faudrait pas oublier aussi la première révolution noire, Haïti. C'est ce que j'allais dire. D'accord. Avec tout ça, l'ouverture des salines. Ça, c'est celle qui va servir de vecteur pour inspirer tous ces leaders sur la lutte contre l'esclavagisme, le néocolonialisme, l'impérialisme aujourd'hui. Mais je trouve aussi que cette partie-là de l'histoire est méconnue chez beaucoup d'Afro. Il faut s'intéresser aussi à ce qui se passe en Haïti actuellement pour comprendre aussi exactement tous ces combats que nous devons mener, sans oublier aussi le génocide congolais qui est quand même méconnu parce que nous-mêmes aussi, les Afro, on n'a pas assez de médias forts. Parce que c'est à nous de relayer nos propres souffrances. Même si je peux te suivre, quand tu dis que Haïti est méconnu, il faut voir à quel point c'est méconnu. Pour moi, il y a un très faible pourcentage d'Afro qui sont au courant. Nous, on a des discussions avec des gens, que ce soit sur Internet ou dans la rue. Quand on leur parle d'Haïti, qu'on leur demande juste la date ou le pourquoi du comment, vous voyez des gens afro qui ne sont même pas au courant. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Donc comme tu l'as dit, il va falloir qu'on en parle, et même un peu plus fort, moi je trouve. C'est vrai. Ok, merci. Donc, Haïti, Lumumba, Congo. Moi, je rejoins ce qu'elle dit, Donna Béatrice Timpa Vita. Je trouve que c'est une véritable révolution. D'ailleurs, elle est morte pour ses convictions, ses idées, dans un contexte qui était assez particulier. Je trouve que, en tout cas, c'est une figure qui m'inspire. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, pour ceux qui ne la connaissent pas? Moi, c'est quoi alors le siècle, je ne pourrais pas le situer en termes de siècle. Est-ce que tu as une idée? 18e. 18e, il me semble, ouais. C'est quelqu'un qui défiait l'ordre colonial, tout simplement, et qui aspirait à revenir dans le cadre, le cadre Congo, non, c'est le pays Congo tel que... Avec un royaume Congo. Exactement. Et donc, c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de ses idées et qui en est morte. Très bien. Mais pour ma part, vu qu'Haïti a été dit par le frère, je dirais quand même que c'est couturé aussi avec la Guinée dans un premier temps. Moi, j'aime bien prendre sa vie en deux temps. Mais en tout cas, le révolutionnaire qu'il était, la vision... Pourquoi prendre sa vie en deux temps? Alors, essaie d'expliquer un peu plus. Je pourrais l'expliquer, mais je l'explique maintenant ou je dis... Voilà. D'accord, ok. Mais moi, je la prends en deux temps parce que je pense qu'il y avait le révolutionnaire du coup qui est né, un homme aussi qui n'a pas fait de grandes études. Ça lui a été reproché par ses opposants, mais qui avait une vision très claire, très proche de Kwame Nkrumah aussi,
Donc il s'est inspiré de Kwame Nkrumah et de pas mal de personnes pour dire non. C'est-à-dire que c'est le premier président afro de la France francophone qui a dit non à De Gaulle, qui s'y attendait pas. Et donc du coup, après, il a essayé de mener une politique, une réelle politique, une belle politique. Le souci, c'est qu'il a eu des opposants, des ennemis, entre guillemets, dans le pays. Et qu'il est ensuite, pour moi, dès lors que les Portugais, entre autres, et le régime français ont essayé d'atteindre à sa vie, il est rentré dans ce que j'appelle une paranoïa. Et donc du coup, après, pour ma part, et après, on pourra en débattre, bien évidemment. Et ensuite, il est rentré dans un totalitarisme, qui a desservi les Guinéens. Très bien. On pourrait citer Thomas Sankara aussi, hein, l'autosuffisance en 4 ans, je trouve que c'est révolutionnaire. Bon, après, Ok. Non, mais on peut en débattre hein, avec. Ah, on était là. non, là, après, ce que tu dis est vrai parce que on a aussi ce dualisme. Hein. Quand les gens parlent de ces couples-là, ils essaient de toujours partager en deux volets. Mais après, bon, il a quand même fait face à beaucoup de manipulations pour pouvoir le faire couler. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. On a Non, essayé c'est ça, d'atteindre mais sa après, vie, c'est pour ça qu'il faut. C'est comme. Bon, c'est une brèche. Hein. On nous a mis en avant Mandela pour l'Afrique du Sud. Mais moi, quand je parle d'Afrique du Sud, je vois Steve Biko. Je vois Winnie Mandela, je ne vois pas Nelson Mandela. Mais quand tu dis ça, on va te catégoriser parce qu'on a idolâtré certains leaders. Bien sûr. C'est pour ça que je dis l'expérience Mandela est très difficile. Mais quand on parle d'Afrique du Sud, il faut mettre en avant aussi les autres qui ont beaucoup fait et qui ont souvent été marginalisés. Mais c'est d'ailleurs un problème de l'Afrique en général, c'est-à-dire qu'on a toujours des figures qu'on aime mettre en avant, mais pas des institutions. C'est Et vrai. je pense que c'est le plus gros mot de l'Afrique aujourd'hui. Le plus gros. Ouais. Alors, Pour moi, merci, tu me permets d'une belle transition. Que pensez-vous de la Révolution française? Avant, jadis, j'avais des éléments de réponse, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de flou. C'est pas volontaire, mais je pense que. Ou de la Révolution russe? non, mais la Révolution française, on peut en parler, c'est intéressant. Mhm. Dans le sens où moi, je pense que c'est une élite qui a, en gros, enfin, c'est une élite qui s'est embourgeoisée, entre guillemets, qui en avait marre du coup des privilèges de la noblesse et qui du coup a utilisé le peuple pour couper la tête du roi et prendre le pouvoir, tout simplement. C'est une élite qui a remplacé une autre élite. Exactement. Nous sommes d'accord. C'est la fin d'une institution, quoi, tout simplement. Mais après, La fin, c'est-à-dire? Bah, tu sais, en fait, c'est un petit peu comme la Ve République, c'est-à-dire que les institutions ont une durée de vie d'environ 75 à 80 ans. Alors, je n'ai pas les dates précises, mais moi, c'est un petit peu comme tu dis, c'est-à-dire qu'une élite qui remplace une autre, et voilà, c'est tout. Mais C'est juste après dans toute forme de révolution, c'est souvent chapeauté par des Bien élites sûr. qui ont un ras-le-bol des Alors, avantages des autres. C'est là où, Pas fort. dans Alors, vos très discours, souvent. si je puis me permettre, c'est là où dans vos références, initialement, vous m'avez donné des noms individualisés, sans qu'aucun de ces noms n'ait fait partie d'un collectif que l'on peut qualifier d'élite. Après, on peut citer par exemple, si on doit donner un exemple, je peux prendre Marcus Garvey. Marcus Garvey a créé des choses, a été dans une association, il avait quand même avait matérialisé en fait son idéologie. C'est pour ça que, bon, après il y a ce fameux débat avec Dubois. Bon, ça dépend des courants de pensée. Non, mais Moi, ce les qui deux courants sont m'intéresse- intéressants. Les deux Mais moi, courants ce qui sont- m'intéresse, c'est l'unité, c'est pas la division. Bien sûr. Maintenant, on a des prismes de vecteurs différents, mais l'exemple de Marcus Garvey, L'homme au chapeau, moi, c'est le premier livre afro que j'ai lu. Moi, je l'ai lu bien plus tard, mais il m'a marqué. Et effectivement, ce qui est intéressant dans l'image de Garvey, c'est qu'il a mis en place ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a Exactement. fait la théorie, mais il a mis en pratique. Plus en Et pratique. encore aujourd'hui, au Canada et ailleurs, enfin bref, Ouais. il a laissé encore des traces. Quoi. Donc c'est vrai que Exactement. c'est un grand homme, mais qui a mis en place une institution. Exactement. Vraiment, entre guillemets. Et est-ce que vous pensez qu'on peut, en tout cas le continent, peut prendre certains aspects en guise d'exemple de la Révolution française? Si oui, lesquels? Est-ce que je continue? Moi, je pense qu'il y a un problème par rapport à cette vision qu'on peut. En fait, le truc, c'est que l'Afrique, déjà, est multiple. Exact. Donc, par exemple, moi, je vais prendre, pour ce que je connais par rapport à la Ouest-Afrique, on avait les Mansa Moussa dont on parle, même si pour moi, ce n'est pas une image, mais bon, après, on pourra en débattre. En tout cas, il y avait un régime féodal, entre guillemets, qui existait dans nos pays ouest-africains. Et du coup, il y avait un ordre qui était régi par le système de caste et par plein de choses. Pour ma part, je pense que le système de caste, comme il était fait à l'époque de Soundiata Keïta ou autre,
il doit être révolu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la grandeur d'un peuple peut être la cause de sa décadence des siècles plus tard. Donc je pense qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on garde l'apparat de nos peuples et qu'ensuite on essaie de les adapter à la modernité sans être pour autant des copieurs d'occidentaux ou autres. Alors l'apparat de nos peuples, c'est-à-dire? L'apparat, c'est-à-dire tout ce qui est la musicalité, tout ce qui est les coutures, les coutumes qui ne sont pas, par exemple l'excision, il faut ça à bannir. Il y a d'autres choses qui sont très bien, qu'on peut garder. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être avoir une avancée positive. Après, sur la question d'Herman, c'est un peu complexe parce que l'Afrique, c'est vraiment une disparité. C'est pour ça que dans le livre de Saïd Bouamama, il parle de différents leaders en fonction des zones géographiques. Par exemple, la reine Zinga faisait partie des guerrières qui a quand même lutté face aux négriers qui venaient pour avoir des esclaves. Portugais, oui. Et ensuite, si on va du côté d'Amical Cabral, lui, il a plus été dans la partie culturelle. Et Lumumba était dans une idéologie plutôt de se battre contre les puissances de l'intérieur. Nos frères, nos semblables qui sont dans la compromission. Et si on va par exemple chez Sankara, il a mis en place, il a valorisé la femme, il a proposé de produire par nous-mêmes et de consommer par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis aussi, on a aussi ce côté où, quand je parle avec beaucoup de gens aujourd'hui de l'Éthiopie qu'on traitait de pays de famine, mais ils ont quand même une histoire, ils ont défendu leur territoire face aux Italiens. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir compte de disparités de l'Afrique, mais maintenant on peut prendre ce qui est bon. On ne va pas faire un copier-coller comme on nous impose aujourd'hui de faire le copier-coller avec le cas de la démocratie par exemple. La démocratie européenne n'est pas la même que celle en Afrique. On n'est pas adaptable, je ne pense pas. Et quels sont les bons aspects que l'on peut prendre issus de la Révolution, que ce soit la Révolution française on peut ou prendre la Révolution russe? l'aspect français, on peut prendre l'aspect culturel, les lettres. Ça, c'est bien à prendre. Ou même la partie musicale, on peut reprendre tous ces éléments-là. Mais il ne faut pas que ça soit des éléments dominants. Quand ça devient dominant, ça entraîne l'effacement de ce que nous, on avait déjà. C'est pour ça que je dis qu'on doit essayer de faire une symbiose et un compromis des deux pour pouvoir créer une société meilleure. Moi, sur le plan épistémologique, j'avoue que je fais un autre choix que vous. Je pense que c'est délibérément le fait de m'inspirer, de me penser à travers toujours des auteurs et des penseurs du Sud. Surtout en étant dans le monde académique, j'ai cette contrainte, en tout cas je fais mes études en Occident, en Europe, en Belgique, j'ai cette contrainte de toujours, quand je crée du savoir, de devoir faire toujours des analogies avec des auteurs blancs. Ok, c'est très intéressant, mais tout ça pour dire que dans la manière dont on crée le savoir, dans la manière dont on pense les révolutions notamment, il y a déjà des cadres dominants. Il y a déjà un regard qui est associé à un groupe. Tu as parlé de la révolution en Haïti, par exemple. La première révolution populaire, on l'associe à la France. La France ici, métropolitaine. Alors qu'il y avait l'exemple des Marrons, il y avait Haïti, des choses qui se sont passées avant. Et moi, personnellement, je fais ce choix politique, du coup, de me baser aussi sur ces histoires, d'abord sur ces histoires, pour quelque part recréer un équilibre. Je n'ai aucun problème de m'inspirer des autres, mais ce ne seront pas forcément mon curseur, en fait, pour penser mon existence, sans ce sens. Ouais, je voulais juste appuyer ton propos en parlant de la charte du Mandé, par exemple, dont on peut parler, parce qu'on en parle très peu, où c'est quand même quelque chose de... Alors, tu peux expliquer pour ceux qui... La charte du Mandé, pour faire rapide, alors après, il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord avec la genèse, en gros, le fait que ce soit pendant le règne de Soundiata Keïta. Mais en tout cas, ce qui est dit, en tout cas communément dit, c'est que lorsqu'il a battu du coup Soumaoro Kanté, à Kirina, je crois, si mes souvenirs ne me font pas défaut, il a en gros institué ce qu'on appelle la charte du Mandé, où il avait aboli l'esclavage avant que ça soit remis en place, si on est totalement honnête, et il avait mis des règles assez claires entre les gens de caste, les nobles entre guillemets, et plein de choses. Donc c'était on va dire une sorte de constitution avant la première déclaration, selon certains, des droits de l'homme en quelque sorte. Exactement. D'accord. De la Révolution française précisément. Et juste pour revenir sur ton propos, moi par contre là où je te rejoins sur le fait que c'est vrai que dans le cadre académique tu peux être soumis à ça, mais je pense pas qu'il faut voir aussi tout ce qui vient du Nord comme forcément à ne pas prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement il y a des choses pour se reconstruire et reconstruire un imaginaire, c'est important qu'on soit ancré dans nos réalités et dans nos vérités. Mais je pense que si par exemple il y a des choses qui sont à prendre chez les Chinois, chez les Russes ou qui que ce soit, tant que c'est pour le bien de notre peuple et des nôtres,
Moi, je le prends. Moi, je ne dis pas forcément le contraire. C'est juste cette matrice de manière de penser l'existence, de penser tous les éléments politiques de nos vies à travers un prisme occidental. Moi, personnellement, Là, je te rejoins totalement. là où moi, je procède à un décentrement et ne pas avoir peur, en fait, de pouvoir déposer les penseurs africains, non pas comme étant des penseurs qui défendent une originalité dans un certain pan du monde, mais avoir ces auteurs africains pour pouvoir penser le monde, penser les existences. C'est ça que je défends. Ouais. Ah non, mais là, je te rejoins totalement. Du coup, c'est des fois, comme on en parle, par exemple, je pense, tu as vu quand on regarde des films sur l'esclavage qui sont faits par des Français, on sait très bien que voilà, il n'y a pas toute la vérité qui est dite, on essaye de détourner les choses. D'où l'importance de créer Ça des veut médias. dire, voilà, tu peux prendre les dates, les lieux, etc. Mais pour moi, l'histoire, elle n'est pas toujours vraie et souvent, elle est biaisée. Là, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ni maître du chien. Voilà, tu le regardes, tu sors du cinéma, tu t'es fait voler, tu vois. Donc c'est vrai que Pourquoi tu t'es fait voler en fait? Après, il est intéressant le film. moi, quand je regarde ce film-là, Ouais. au début, tu vois, par exemple, la première scène, moi, elle me marque. La première scène, elle me marque parce que j'en ai fait une vidéo avec mon ami là-dessus. Ça montre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Les gens partaient d'un endroit à un autre, il y a des gens qui ont été jetés, il y a des gens qui ont subi des atrocités. Et aujourd'hui, tu as des descendants de ces gens-là qui nient être descendants de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça, c'est important. Mais bon, quand je vois une scène où tu es... Attends, pardon, je peux te couper, je n'ai pas bien compris. Des gens qui Dis nient les choses être... clairement. Dis les choses clairement. Il y a des descendants Ouais, d'Africains, en gros, ouais, pas tous, ok. mais il y en a qui nient le fait d'être descendants d'Africains. Préférons dire qu'ils sont descendants d'Indiens ou autres. Sur Les ça, ils Afro- n'auront pas de Ah là, mal. tu parles des Les Antillais. Afro-Caribéens. Voilà. Ok. Ils n'auront pas de mal à dire qu'ils sont descendants d'Arawak, Mhm. d'Indiens, mais quand c'est pour dire que c'est des Afro-descendants, ils ont du mal. Et D'accord. pour moi, la première scène qui Tu est dans penses le que film, cette tendance est majoritaire auprès de nos frères afro-caribéens? je pense qu'elle est en train de changer. Mhm. Pour avoir été dans les Caraïbes cet été, j'ai pu discuter un petit peu avec les gens. Mhm. La tendance est en train de s'inverser, mais il y a toujours des gens qui le nient. Comment Même tu en l'expliques? France, Comment que tu la l'expliques? tendance s'inverse, je pense que c'est Non. une prise de Non, conscience. comment expliques-tu le refus Hmm. par certains que tu désignes de Je pense, se je pense reconnaître? je pense que dans l'histoire, le vécu a fait que on a essayé d'imposer des choses aux gens. Mhm. Comme on en parlait tout à l'heure, l'africanité est retirée. Aujourd'hui, être africain, pour certaines personnes, c'est une honte. Alors pour des gens qui sont afro-descendants, ils essayent de le nier complètement. Moi, je pense que c'est ça. Si Ah bah. demain l'Afrique monte en flèche, beaucoup de personnes n'auront pas de mal à dire qu'ils sont afro-descendants. Mais disons Après- la après- vérité, après, juste, l'esclavage, c'est pas très attractif. Non, après, C'est très après, dur de s'identifier, excuse-moi de te couper la parole, c'est très dur de s'identifier à, surtout si ta référence à ton africanité, elle commence à l'esclavage. exact. Et en fait, la problématique, c'est à chaque fois qu'on dépose le peuple noir dans le pan de l'histoire, c'est-à-dire même Sarkozy l'a dit, l'homme pas africain rentré n'est dans jamais l'histoire. rentré dans l'histoire. C'est une chose une hérésie, Une une humiliation. littéralement, Ce système occidental impérialiste fonctionne sur l'humiliation, Mais- fonctionne sur un processus d'infériorité. Et ça participe à ça aussi. Et je pense que c'est juste ça la C'est matérialisation. propre aux Après, Occidents? après, C'est propre aux Occidents, la après- volonté d'humilier et d'inférioriser? je pense que. C'est Bon, comme, je comme- vais- comme moi je pense Ok. aux guerres en Asie, quand je pense au monde arabe, Non, mais c'est propre à l'humain. Non, après, je vois toujours les mêmes rapports de force, Ok. de domination. Je en sais fait, pas, hein. le Je pense pas que monde- le l'Occident monde- ait le monopole. le monde de est fait violence. d'intérêt. Le monde est fait d'intérêt. Ouais. Celui qui a le rapport de force aura toujours un intérêt favorable sur l'autre. Maintenant, sur ce que dit mon frère, France Fanon, il répond dans Peau Merci. noire et masque Peau blanc. noire et J'allais masque dire, blanc, au exact. nord, masque blanc. Il dit déjà que quand l'Antillais quitte l'outre-mer pour la métropole, quand il repart, il a un autre comportement. Il se sent comme on va dire, Un afro, ouais. comme un afro. Ouais. Et du coup, il a une façon de parler à l'autre qui est différente. Il se sent plus comme celui qui reste dans les Caraïbes. C'est pour ça que je dis, en fait, c'est... Moi, ce qui me pousse, qui me révolte un peu, c'est que c'est des questions qu'ils ont essayé de répondre à toutes ces questions-là à leur époque. Et aujourd'hui, on a toujours ces On est mêmes, toujours ces dessus. mêmes C'est questionnements. toujours actuel. C'est parce que beaucoup ne veulent pas essayer de déconstruire leur imaginaire. Par exemple, je vais chuter là. Vas-y, vas-y. On a eu cette époque où on avait ce problème de colorisme entre nous. Il a fallu qu'ils nous ramènent le fameux Wakanda.
pour qu'on dise que la femme noire est belle, elle est waouh. Les cheveux rasés, c'est top. C'est eux qui nous apportent des solutions éphémères. Et beaucoup de gens ont revalorisé ces femmes qu'on est en train de mettre de côté. C'est là où je dis simplement, c'est à nous de faire le travail, comme l'a dit le frère, vulgariser l'information de façon à ce qu'on change un peu l'imaginaire. Voilà, Parce qu'à un c'est ça. moment donné, on ne peut pas toujours se plaindre sans passer à l'action. Le problème, il est clairement ça. Ouais, je t'en prie. Le problème, il est justement dans les imaginaires. Parce que François Fanon, il le dit en Exactement. gros que le petit Antillais lit des livres et cauchemarde du tirailleur sénégalais. Exactement. Alors qu'il est lui-même noir. Lui-même Donc noir, la c'est ça. schizophrénie, elle est quand même très En poussée. fait, on a un problème de... On se pose beaucoup de questions, en fait. Comment se positionner, en Mais fait. jouer sur les imaginaires, comme tu disais, Ouais, c'est le ça. frère, c'est en gros, le problème, moi je pense qu'il faut jouer sur les imaginaires, oui, mais d'abord en Afrique. C'est-à-dire que, parce que nous, normalement, on est de la diaspora. Ça veut dire que nous, on est issus de l'Afrique. Issus d'immigration ou pas, mais on est quand même issus, enfin moi mes parents sont venus d'Afrique. Pour vous, je pense que c'est pareil, ou sinon vous êtes africain de base. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le noir en Afrique, moi chez moi, en gros, on m'a inculqué les valeurs de mon ethnie. Ça veut dire que je parle ma langue, je suis parfaitement bilingue, je connais l'histoire de mes ancêtres, entre guillemets les miens, mais il n'y a pas cette pensée noire. La pensée noire, elle a émergé en France du fait de ma différence. En gros, je me suis pensé noir ici, pas là-bas. Mes parents, ils ne se sont pas pensés noirs. C'est ce que je veux dire. Après, au niveau de l'idéologie, même pas l'africaine, elle vient de l'extérieur, elle vient Oui, pas oui, du continent. elle est née dans la diaspora, de toute façon. C'est comme ça que je dis, il faudrait qu'à un moment donné, on essaie de faire un travail. Bon, le travail collectif, il va être difficile, mais c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'atteindre un imaginaire collectif identique. Bon, maintenant, comme je dis souvent, on a des traumatismes antérieurs propres à chaque noir. Quand toi, tu dis que je suis prêt à passer à l'action, ton frère il va dire, je suis peut-être pas encore prêt à passer à l'action. C'est comme aujourd'hui, par exemple, quand nous étions petits au lycée, quand on voyait les Antillais, on les traitait des bounties. Ça veut dire que nous-mêmes, déjà, entre nous, on est en train déjà de se déconstruire. C'est là où je dis, il est temps de passer à l'action en se disant, ok, d'où proviennent tes ancêtres, essayer de retracer tout ça de façon à créer la cohésion Alors, entre... question Moi, la un peu absurde hein, problématique- que je vais vous poser, après je te cède la parole, Ah. s'il te plaît. On parle de... Alors, on a démarré avec des figures révolutionnaires, qui étaient principalement des révoltés, parce que leurs actions n'ont pas forcément abouti. Or, il n'y a pas de révolution sans aboutissement, administratif, politique. Ensuite, on est rentré dans des révolutions, on a pris une comparaison. Vous avez évoqué la dimension des imaginaires. Est-ce que l'une des questions fondamentales autour des révolutions, aujourd'hui, parce que là on a mis les deux pieds dans le plat de notre époque, se situe au niveau notamment de la révolution de nos images, avant même de notre imaginaire, l'image que nous renvoyons, que ce soit à nous-mêmes ou à l'égard du monde. Je vais laisser toi te parler, j'ai pas beaucoup parlé. Bah après l'image que... C'est vrai, c'est lié à l'imaginaire, parce que pour un enfant noir né en Europe, tous ses héros sont blancs. Comment il va se construire en fait? Parce qu'il n'a pas de représentativité. Quand on parle de valoriser les femmes, les hommes, c'est toujours des images qui ne correspondent pas avec lui. C'est comme ça que je dis souvent, si, quand on était petit, je prends l'exemple des Noirs qui avaient grandi en France, quand on était petit, il y avait des frères et sœurs. Bon, moi, je suis né en Afrique. Hein. Moi, c'était la femme noire déjà. Il y avait des frères et sœurs qui disaient Vanessa, Demouy, Virginie Ledoyen. C'était ça l'imaginaire des hommes noirs en Europe pour la plupart. Maintenant, quand nous, jeunes noirs, nous devons voir des noirs à la télé, il fallait qu'on attende téléfoot C'est vrai. pour voir des noirs à la télé. C'est pour ça que je dis à un moment donné, on a ce problème-là parce que nos héros sont pas, Et ça, c'est destructeur. sont pas à notre image. Ce dont tu parles, c'est C'est destructeur. pour ça qu'on parle au Le niveau, foot, le rap. au niveau du racisme, on a ce problème de représentativité qui n'est pas assez effectif. Ouais, mais est-ce qu'on doit reprocher aux médias occidentaux de ne pas assez Non. nous représenter? Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis la solution aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on a des contenus sur des réseaux sociaux, des médias afro qui permettent de parler de nous et on est représenté. Est-ce que vous vous dites révolutionnaire? Moi, je suis un révolutionnaire. Moi. Ok. Moi, personnellement, non. 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 Pas Un encore. petit peu quand même. Je pense que quand tu parles d'Afrique, que tu essayes d'éveiller des gens, c'est que c'est un ras-le-bol et que tu essayes un peu de, tu vois. C'est différent. Moi, je dirais, en gros, personnellement, ma posture, elle n'est pas révolutionnaire dans le sens où, moi, je suis je suis dans le self-love. Ça veut dire que je pense que pour se guérir, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Voilà, Et ce qu'il disait le frère, c'est qu'aujourd'hui, surtout quand tu grandis en Occident, pour tous les deux, c'est le cas,
et que du coup tu grandis dans un environnement qui n'est pas afro, c'est encore le cas pour tous les deux, mais c'est difficile de te construire et de te dire que, tu vois, la femme noire, en gros, les seules images noires qu'on avait, c'était nos mères ou nos sœurs. Et donc du coup, c'est difficile de... C'est très vrai ce que tu dis, mais le problème c'est que je pense que pour moi la base c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'il faut créer des grandes... Il y a Nollywood et tout qui se passe, mais à Nollywood, les femmes elles sont... Excuse, là tu m'as un peu perdu. Hein. Ouais. Je Non, je parlais des imaginaires. Gars, mais non, toi, Ouais. est-ce que tu te dis Non, révolutionnaire? Moi, je dis non. Ok. Après, tu es révolutionnaire. Bon, à travers mes actes, je ne sais pas si je peux me dire révolutionnaire, mais effectivement, dans la manière dont je m'inscris, je ne me définis pas comme révolutionnaire, mais j'aspire à. Pas forcément par envie égocentrique, mais plus par rapport à une sensation d'asphyxie que je ressens en tant que personne afrodescendante à tous les égards, dans la manière dont je vis mon expérience vécue en Occident, mais dans la manière aussi dont mes frères, mes sœurs souffrent dans le monde. Je pense que la négrophobie mondiale qui perdure dans le monde devrait faire que tout le monde devrait se penser révolutionnaire, devrait s'atteler à mettre dans ses marges de manœuvre personnelles, que ce soit à l'échelle très collective, très générale ou bien très individuelle, à pouvoir changer le monde, à pouvoir au moins essayer de s'inscrire dans un rapport de force, pas forcément pour briller, mais juste pour le collectif et même pour soi, pour se sauver soi-même. Pour la dignité, tout simplement. Se sauver soi-même, très intéressant, se sauver soi-même quand on sait qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Occident, qui sont les premières personnes majoritairement à envoyer les nôtres au cimetière? Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ah, pardon. Ok. Première chose. Deuxième chose, est-ce que l'une des révolutions aujourd'hui, à laquelle l'histoire appelle ou exige nos actions, ne consiste pas, par exemple, à enterrer ou à prendre à bras le corps la problématique ghetto, l'attitude ghetto, la Kaira attitude, qui est lourde sur les bandes urbaines, toujours sur le ghetto, la banlieue. Pour moi, quand tu parles de ces problématiques, c'est réel, c'est effectif, mais pour moi, c'est juste le résultat d'un système plus grand qui les dépasse, une violence qui reproduit la violence à plus petite échelle. Pour moi, c'est juste une mutation en fait de problématiques. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai pas entendu ta question, mais c'est juste que je voulais rebondir sur le fait que tu mobilises systématiquement la banlieue. Je milite toujours pour la rationalité, le sang-froid, la maîtrise de soi, parce que quand on est dans l'émotivité, on part dans tous les sens, on n'entend même pas. Non. Bah là, tu n'as même pas entendu ma question. Tout de suite, c'est ça, c'est l'émotion. Tu n'en étais plus dans la rationalité, pourtant tu es une experte en rationalité. Tout le monde a pu en attester, et on le sait, tu es une doctorante. Tu n'es pas une jeune sœur juste qui fait de la danse et qui, dès qu'elle entend Kaira, elle surgit. Donc normalement là-dessus, tu dois être très soucieuse au moins d'entendre mon propos. Quand je parle de la Kaira attitude, je parle des conséquences. Certes, il y a toujours des raisons historiques, tu peux toujours remonter le fil. Il n'en demeure pas moins que, là je me veux un peu sartrien si je puis dire, on est quand même maître de notre destin, quel que soit le déterminisme. Et il se trouve que sur la question, la Kaira, on ne peut pas être aveugle aux conséquences que cela génère à l'échelle de notre communauté, d'autant qu'on peut agir dessus. Je ne vais pas juste prendre mon petit exemple, ça serait absurde, mais je ne suis pas le seul. Se libérer de ce rapport à l'impulsivité, que ce soit verbal, que ce soit physique, et qui se traduit par... C'est pour ça que j'ai évoqué le cimetière. Donc, est-ce que l'une des révolutions qui est à notre portée, à défaut de pouvoir déjà la mener sur le continent, ne consisterait pas déjà à se regarder dans une glace et à dire pourquoi je mets mon pantalon baissé? Pourquoi j'aime bien porter un pull à capuche? Pourquoi je dis ouais, je t'ai capté à chaque phrase? Est-ce que ça s'inscrit dans mon excellence, dans mon élévation? Ou alors à l'inverse, est-ce que ça me rabaisse et quelque part c'est anti-africain? Après, Herman, là où elle a raison, en fait, c'est là où je la rejoins, c'est qu'on ne peut pas. Oui, c'est un constat. Ce que tu fais, c'est un constat qui est très réel. Et franchement, j'abonde dans ton sens, j'ai rien à redire sur ça. Maintenant, je pense qu'il est important d'aller à la base de la chose. Ouais. Parce que la ghettoisation est du fait de la politique du coup, de ghettoisation de la France qui a créé du coup ces monstres, entre guillemets. Et tu en parles souvent des familles monoparentales, du défaut d'éducation du coup des jeunes et du manque de repères des jeunes, qui va occasionner quoi? Qui va occasionner des petits qui sont sans repères, qui voient du coup les footballeurs et les rappeurs comme seul modèle de réussite économique possible, donc qui ne se réfèrent pas aux livres. Encore une fois, je parle de mon expérience personnelle.
on me disait t'es un blanc quand je disais que je lisais. Ouais. Quand je racontais les empires africains, on me disait vas-y, arrête de nous faire, nous faire chier avec tes empires là. Aujourd'hui l'Afrique c'est la merde. Ils préfèrent aller au Maroc plutôt que d'aller dans leur pays africain. Et ensuite, malheureusement, ça crée des êtres aliénés. D'accord. Et j'en fais partie. Je pense que je suis aussi un peu aliéné de par ma double culture. Et donc du coup, mais eux, x10 entre guillemets. Et donc du coup, c'est mauvais. Donc je pense qu'il faut essayer aussi. Alors là, pour finir, là où il faut trouver des solutions, c'est comment ces jeunes-là, on les sort de ce gouffre-là. Et je pense qu'il faut avoir des actions concrètes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que... Attends, juste, il termine. Ouais, du coup, les actions concrètes, c'est quoi? Nous, déjà, d'essayer de vulgariser comme on fait sur les réseaux sociaux, mais c'est pas assez. Il faut que les parents se responsabilisent. Et que les pères, enfin après ça c'est un axe les pères qui sont... Les pères, il faut que les pères, on parlait du syndrome de Peter Pan, on en a parlé dans un podcast qu'on a fait ensemble, c'est une problématique. Si tu fais un enfant, tu l'assumes jusqu'au bout. Tu ne fais pas un enfant pour le laisser à sa mère et le laisser sans repère. Donc je veux dire, il y a des choses, il faut qu'on parle des problématiques des parents afro, des systèmes qui sont mis en place pour combattre le fait. Parce que dire qu'il y a beaucoup de ghettoisation et qu'il y a beaucoup qu'on s'entretue, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place? Alors c'est une réalité, déjà, parmi nous, on n'est pas très très nombreux à en parler. Déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, et après je te cède la parole, la révolution, c'est aussi la rupture. Tu ne peux pas toujours remonter le fil de lien de causalité. Et à un moment donné, tu es un révolutionnaire, tu prends ta responsabilité, tu t'inscris dans un discours de rupture. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la logique révolutionnaire. Et à défaut de pouvoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, lever le poing, renverser la table, renverser le système, tout changer, à notre échelle à nous, déjà, tenir un discours de rupture ainsi qu'une attitude qui va avec, ça peut avoir un effet auprès des jeunes. Quand on sait, dans le contexte qui est le nôtre, que l'autorité, on va dire, hiérarchique, bat de l'aile, on parle de crise de l'autorité, et ceux qui exercent encore une certaine autorité auprès des jeunes, notamment des garçons, c'est la figure du grand frère. Donc tous autant que vous êtes là, on peut agir effectivement. Vous exercez, notamment par le biais des réseaux, une influence non négligeable. Après, je ne suis pas d'accord parce que moi, je suis né en Afrique. Je suis venu en Europe, je grandis dans des banlieues, mais l'attitude de wesh, ça n'a jamais pris avec moi en fait. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas aussi être influençable par le groupe. Moi, j'ai été en opposition dans le 93 où j'ai vécu avec plein de gaps sur des thématiques où non, tu dois faire comme nous, non. Moi, j'ai ma réalité et je sais le pourquoi du comment je suis venu en Europe et ce que je dois faire. Quand un noir s'exprime très bien, on va le taxer de tous les noms. Alors que l'importance d'avoir plus de mots, ça te permettra d'être meilleur même dans tes interactions avec le monde. Maintenant, on valorise des personnes qui ont peut-être 200 à 30 mots, 200 à 150 mots. Est-ce que nous-mêmes, on est devenus assez médiocres ou on a du mal à mettre en avant l'excellence? C'est comme ça que je dis aujourd'hui, moi j'ai du mal par exemple avec mon petit-neveu. Quand il me parle un peu en wesh, tout ça, je coupe court et je lui dis fais des phrases correctes. C'est parce que je suis en train d'essayer de le formater de façon à ce que même quand il sera dans le milieu du travail, qu'il n'ait pas ces problématiques-là. Par exemple, j'ai un collaborateur avec qui je travaillais. Il était assez impulsif. Mais pour obtenir des réponses positives avec lui, j'étais obligé d'utiliser le langage girafe. Excuse-moi s'il te plaît Stéphane, est-ce que tu peux me passer le document par mail s'il te plaît? J'ai envie de lui dire Stéphane le document. Parce que j'ai un rapport hiérarchique avec lui. Mais je sais que ça ne va pas aboutir. Ça va aller dans la frustration et ça va créer un conflit. C'est pour ça que je dis en fait, il faut se préparer dans la société dans laquelle on vit. Si tu n'as pas ces armes-là des mots, tu seras souvent en difficulté face à des situations de la vie quotidienne. En d'autres termes, on est d'accord, peut-être. En d'autres termes, être révolutionnaire à notre échelle, ça peut déjà signifier sortir d'une pauvreté verbale, accéder à une puissance verbale. Déjà, ça peut être déjà un acte révolutionnaire. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Loin de moi l'idée d'avoir du mépris pour la sociologie. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que beaucoup de sociologie nous ramène un petit peu... ok, on a compris que c'était un système qui nous infériorisait. Mais d'abord, il faut être très honnête. Vous n'avez pas l'impression que ça nous enferme, en fait, ça nous incarcère dans une espèce de victimisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme c'est stipulé, c'est le déterminisme familial, social... Bon, c'est la faute des autres. D'ailleurs, je voudrais citer, je t'en parlais d'ailleurs,
Frédéric Nietzsche qui désigne, comment il appelle ça? L'homme du ressentiment. Ouais. C'est toujours de la faute des autres. Hein. Et il y a peut-être un moment donné où il faut essayer de faire cette espèce d'introspection, il faut se poser les questions. En faire, c'est les autres. Moi, Exactement. en tant que sociologue, je me permets de répondre Je t'en prie. à tout ce qui a été défendu ici, notamment mon malaise et ma réaction par rapport à le fait d'avoir évoqué la caïd attitude, c'est ça? Kaira. Kaira attitude. C'est tout l'imaginaire que ça traduit derrière déjà qui me met mal à l'aise. Secondement, ce que j'ai du mal ce qui me rend sceptique, ma foi, c'est cette espèce de perception qu'on projette à chaque fois sur les banlieues. Moi, en tant que sociologue, vous savez, dans mes démarches, je suis appelée dans la création de savoir, à m'ancrer dans ce qu'on appelle des entretiens qualitatifs, dans une démarche qualitative. C'est-à-dire, pour comprendre des réalités sociales, tu rentres en contact avec les personnes concernées. Donc moi, j'ai travaillé sur des questions de racisme, des questions de colonialité, de système colonial et même d'écologie. Et j'ai pu rentrer en contact avec des jeunes de quartiers populaires, les fameux wesh wesh. Et je me suis rendu compte qu'en consultant la littérature scientifique et en étudiant leur discours par rapport à ça, tous les deux disaient exactement la même chose. Donc je ne supporte pas le fait, à savoir un constat sur les inégalités, une problématique par rapport aux politiques d'État, une problématique par rapport au discours colonial qui perdure dans notre société actuelle. Donc tous ces discours sont existants au sein de cette population. On les nie pas. Je termine s'il vous plaît. Tous ces discours sont vraiment existants au sein de ces populations. Donc pour moi, c'est vraiment important aussi de matérialiser cette représentation de eux de cette manière-là et de ne pas cristalliser la narration sociologique sur les quartiers populaires à des problématiques de victimisation. Aujourd'hui, notamment sur la question écologique, je parle même ici à partir de la France, il y a par exemple Banlieue Climat, qui est, je pense, une initiative qui se passe dans le 9-3, je crois, qui sont des jeunes de banlieue, les fameux wesh wesh, qui s'organisent pour parler de ces problématiques de racisme, même environnemental. Ils sont vraiment, même sur le plan de la littérature. Racisme environnemental. Oui, on en parlera de manière plus. Ça, c'est des nouveaux concepts. En gros, c'est pour expliquer la manière dont le système colonial, l'esclavage, s'est inscrit en fait dans une destruction aussi de la planète. Donc la manière dont on parle du colonialisme, la manière dont on parle de l'esclavage, on la cristallise toujours à la brutalisation des corps. Mais c'est aussi la brutalisation aussi des terres. Autrement dit, c'est tout l'écosystème qui a été détruit. Et aujourd'hui, c'est des discours, par exemple, qu'on retrouve dans ces univers urbains, on va dire, mais qui ne sont tellement timidement abordés dans le milieu académique. Concrètement, c'est très beau ce que tu as dit, moi j'adore. J'aime beaucoup les phrases qu'on croirait extraites d'un texte de Bourdieu. Moi j'adore tout ça. Moi je vais prendre une situation très concrète. Un jeune de 14, de 15 ans, avec un joint à la bouche, qui te dit « je m'en bats les couilles de l'école, moi je veux du bif ». Tu vas lui dire quoi? C'est à cause du système colonial. C'est à cause des rappeurs. Il faut remonter le fil de l'histoire. C'est le système, tu n'y es pour rien mon pauvre. C'est ce que tu es en train de nous dire? Ben, je ne vois pas à quel endroit tu as pu traduire tout ce que je t'ai expliqué à ce propos-là. Parce que nous, on a évoqué... C'est dommage. On a évoqué... Non, j'ai essayé de clarifier. J'espère me tromper. Et manifestement, c'est le cas. Je n'essaie pas de traverser ta pensée. On a évoqué l'existence, oui, on le sait tous. Il y a un déterminisme, il y a une réalité historique. Personne ne l'a nié. Personne n'a dit que oui, on n'a pas souffert, on a eu les mêmes chances. On dit juste que sur une thématique de révolution, autrement dit de rupture, au même titre que, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la France, de la Révolution française ou de la Révolution russe. À un moment donné, même s'ils ont été instrumentalisés, que ce soit les tiers-États ou les soviets, ben, ils ont marqué une rupture en prenant leur destin en main, compte tenu du contexte qui était le leur. De la même façon que, aujourd'hui, ici, en Europe, on peut prendre notre destin en main, en dépit de toutes les lourdeurs et de toutes les charges sur lesquelles l'histoire a forgé notre déterminisme. C'est tout ce que l'on dit sur ce terrain-là. Moi, j'entends ce que tu veux dire, et bien sûr, il y a cette position où effectivement, tu es enfermé dans ce système-là, tu performes en fait finalement les sévices et la violence de ce contexte-là. Effectivement, on parle de déterminisme social, mais il y a aussi une part d'agencéité, une part où voilà, tu prends quand même une part active dans ce que tu fais, dans ce que tu t'inscris. Mais le problème avec ce que tu défends, Herman, et peut-être le propos de certaines personnes ici, c'est moi, j'ai pas cette même image des jeunes des quartiers populaires. Moi, ce que je vois, c'est plus, par exemple, pour prendre un exemple très contemporain, Naël, par exemple, et toutes les révolutions, les émeutes que ça a généré. Je sais que
la manière dont on perçoit les émeutes aujourd'hui, c'est très effervescent, c'est très problématique. Effectivement, il y a des infrastructures qui sont brisées, qui sont cassées, mais en tout cas, je vois une jeunesse en fait qui se révolte, qui dit, Pour quel résultat? qui se révolte par rapport à un système qui est continu et quelque chose qui s'inscrit dans une continuité qui a commencé avec Zineb et Zina, qui continue avec Adama, qui continue avec Naël, et c'est la violence de tout un système. En tout cas, moi, c'est cette représentation que j'ai de ces jeunes, des jeunes qui disent non, des jeunes qui veulent avoir une réponse de l'État. On peut questionner le résultat de tout ça ou pas? Attends, Ouais, mon frère, bien sûr. deux secondes. Tu vois, là, tu viens de parler de Naël. Naël, quand il est décédé, je pense que les gens qui ont commencé à se révolter, c'était ceux de son quartier. Ensuite, c'est la France qui s'est enflammée. Mais tu as vu, aujourd'hui, il y a les réseaux. Et les gens, pour la plupart, ils ont pillé des magasins, ils ont agressé, volé des gens pour snapper. Pour montrer qui est le plus fort, qui est le plus fou. Naël, ils n'en avaient plus rien à faire. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait des jeunes de quartier qui essayaient de s'organiser. Il y en a, mais c'est une minorité. Et crois-moi que c'est une très très grosse minorité. Tout à l'heure, je ne sais plus exactement de quoi tu parlais, mais il y a des gens dans les quartiers aujourd'hui, comme il a dit, tu vas bien parler, on va te traiter de Bunchi. C'est ça. Donc il y en a pour ne pas être isolés, ils rentrent dans le cadre. En fait, ils font les moutons. Ils suivent. Les caméléons, ouais. Voilà, ils suivent. Ça veut dire que les gens qui vont essayer d'être intelligents, de s'en sortir, etc., ils vont être minoritaires et même délaissés. Je te le dis, je vis en quartier, j'ai vécu en quartier toute ma vie. Donc je sais de quoi je parle. Moi, je voudrais questionner le résultat de tout ça, de tous ces, de toutes ces. Après, la Mais comme tu question, peux questionner Lumumba, tu peux questionner Sankara, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On ne peut pas dire qu'on a On peut pas mettre renversé à la le même système. échelle un Lumumba On qui. ne peut pas dire qu'on a renversé le système. Non mais attends, on tu peut vois. pas mettre à la même échelle un Lumumba qui se bat pour des idées et Ils ne se battent pas pour des idées, du coup? lesquelles? Ben Quand il vient dénoncer, il vient dénoncer quand justement. il se révolte, la mort. Aujourd'hui, le fait qu'on tue un arabe en France, C'est tu pas le peux sujet. devenir millionnaire. Non, c'est pas le sujet. Quand Il l'a ces dit. jeunes vont dans la rue, qui disent que c'est pas normal, qui se révoltent contre ça, est-ce qu'ils ne sont pas porteurs d'idées? Attends, Tout à fait révolutionnaire. C'est pas le sujet. Ce qu'il a dit justement, c'est qu'il y a une minorité de personnes qui justement aspirent à quelque chose de positif dans les quartiers. Mais ça, c'est En lui qui revanche, le dit. si, je ne sais pas si tu as vécu dans les quartiers. Moi, j'ai vécu en tout J'ai cas dans les aussi quartiers. vécu dans les Ok, quartiers. très bien. Alors, je J'ai finis mon vécu propos. et j'y vis toujours. Donc J'y vis quand toujours. je lui dis que c'est minoritaire et que c'était Moi, je pour les sais. snaps, c'est que les gens c'était vraiment Exactement. pour les Alors, snaps. pour finir mon propos, et on l'a vu, hein, il y a certes cette effervescence, mais on a surtout vu beaucoup de jeunes pratiquer des incivilités, beaucoup détruire pour quel résultat? En fait, moi, je vais. C'est ça la question. Je Quel vais résultat? intervenir juste rapidement en disant que, en fait, les émeutes de Naël, pour moi, ça n'avait pas vraiment une portée importante. Parce que nous, on a vécu Bounaizied. Sauf que s'ils avaient capitalisé sur l'événement Bounaizied, ils auraient pu s'organiser en structure. De façon, au lieu d'aller piller, avoir un message idéologique. Moi, je suis sorti dans le 19e, je voyais des jeunes brûlés, je leur dis, mais ce que vous faites là, c'est pas utile. C'est quoi votre message en fait? On brûle, on casse. Vous passez quel message? Moi, je suis pas d'accord parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes supports d'information. Pour moi, Snapchat ou Moi, j'étais sur BFM le terrain. TV, par Nous, exemple, c'est ce sur ne le sont terrain. pas mes supports d'information Non, pour mais- comprendre quels sont les éléments qui animent cette jeunesse. Pour moi, les médias sont complètement biaisés, Moi, je te parle particulièrement pas, en je ne France, te parle pour pas de parler de la BFM réalité TV. de ces jeunes. Je ne Alors, te qu'on parle se pas mette de bien d'accord. BFM TV. Excusez-moi, qu'on se mette bien d'accord. Là, la discussion ne porte pas sur les émeutes, les tensions entre la jeunesse et l'État. La discussion porte sur la La révolution. révolution. C'est ça. D'accord. Mais du coup, On a parti sur des révolutions individuellement, on a attribué ce titre à certaines figures. Ensuite, on a essayé de prendre appui sur certains exemples de révolutions, en tout cas tels que les récits historiques l'ont reconnu. Maintenant, on essaie d'être pragmatique sur est-ce que individuellement on peut se réclamer On peut tous d'un agir. acte révolutionnaire et est-ce que la réalité, notamment des banlieues, dans le rapport à la attitude, peut occasionner des actions révolutionnaires en termes de rupture de discours, discours de la médiocrité, discours de la violence, discours de l'impulsivité. C'est ça la question. est-ce que, pour revenir à ce que tu disais, Herman, la véritable révolution dans les quartiers, c'est peut-être pas de sortir de cette caïra attitude, hein, véritablement. Moi, j'entends ce que vous dites, mais personnellement, moi, comme j'ai dit, je ne prends pas le prisme et la compréhension de ces populations à travers la Caïra attitude.
mais ma base pour les comprendre, c'est notamment comment ils s'inscrivent dans les émeutes. C'est aussi, bien sûr, des figures qui arrivent à s'extirper de cette condition. J'en suis personnellement l'incarnation de ça, en étant moi-même quelqu'un qui a grandi en quartier populaire. Je pense surtout que la manière dont on pose ces révolutions, il y a différentes formes, il y a différentes manières de se matérialiser. Moi, je la comprends à travers ce prisme-là. À l'époque de l'esclavage, c'était lorsque, par exemple, certains esclaves décidaient de sauter du bateau plutôt que d'accepter le destin d'esclaves qui les attendait. Donc, en somme, pour résumer, avant de poser un regard sur les États-Unis, la carrière-attitude, c'est un problème secondaire, selon toi? Non, on ne peut pas dire ça. Je te pose la question. Moi, je ne suis pas forcément dans un travail de hiérarchie de qu'est-ce qui est la priorité. Je pense que toutes les problématiques sont à prendre de front, chacun dans ses capacités d'action. Mais effectivement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Tout le monde n'y arrivera peut-être pas, c'est pas réaliste de penser comme ça. Mais c'est pas prioritaire. C'est prioritaire. C'est une Pour moi, il y a prioritaire. plein de gens. L'éducation de nos petits frères, parce que pour le coup, ou de nos enfants à venir, est une priorité. Absolue. Mais bon. C'est la priorité, voilà, absolue. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, juste pour revenir, je ne suis pas du tout dans la victimisation. Ouais. Enfin, je t'invite à regarder mes contenus, je ne suis pas du tout dans ça. Mais j'aime comprendre pourquoi les gens, pourquoi les comportements, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Non, c'est juste pour reprendre ton propos, tu vois. C'est juste que pour ma part, je suis obligé d'aller dans la racine des choses. Et j'aime trop ça parce que si on ne va pas dans la racine des choses, on ne peut pas Et c'est tout à ton honneur, hein. essayer d'aider les jeunes. Et après, bien sûr qu'il y a des choses qui se font, comme tu l'as dit, ma chère sœur. Le problème, c'est que comme il le dit le frère, c'est trop minoritaire. Et en plus, on n'est pas aidé par les médias mainstream dont on parlait, qui mettent en avant des rappeurs qui ne savent même pas parler. Je vous invite à regarder Gazo dans ses interviews, qui mettent en avant des footballeurs qui nous mettent en avant comme des animaux, et j'ai pas peur des mots, c'est-à-dire dans notre animalité, on est des sportifs, et ils mettent en avant les LeBron James, ils mettent en avant les joueurs NFL, mais on ne met pas en avant le noir pour ce qu'il a dans la carcasse. Et c'est ça le problème, c'est ça le plus gros problème de l'homme noir, mais c'est encore une fois, et je finis, c'est à nous autres, les noirs, de nous mettre en valeur, et pas à l'homme blanc, comme tu l'as très bien dit, ou à l'oligarchie occidentale de nous mettre en valeur. Et en parlant de mise en valeur, on connaît parmi les Afro-Américains une figure qui a réussi à se mettre en valeur en étant autre chose qu'un corps ou autre chose qu'un clown de la société du spectacle, un certain Rick Ross, quoi qu'on puisse penser de sa musique, hein. Je ne peux pas poser, surtout moi, un jugement sur sa musique. Je souhaiterais qu'on prenne le virage de la conversation autour de son autobiographie, hein, Rick Ross. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, j'estime qu'elle est très riche d'enseignements et qu'elle s'inscrit parfaitement dans la suite de notre échange sur le terrain de la révolution personnelle que tout un chacun peut être amené à mener et qui s'inscrirait dans une révolution plus collective. C'est-à-dire l'agrégation des révolutions individuelles peut déboucher sur une révolution collective. Déjà, premièrement, question toute bête, hein, avez-vous aimé ou avez-vous été fan de la musique de Rick Ross? Oui. On va tous aimer, hein. Qui n'a pas? Peut-être pas toi. Moi, je suis pas quelqu'un qui écoute le rap américain en masse, donc Rick Ross, à part les gros hits qui passent à la télé, je suis pas. C'était déjà pas mal. Je suis pas un connaisseur. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai écouté les albums, en tout cas, c'est Ouais. La même chose. c'est intéressant. Et en termes d'image, qu'est-ce qu'il vous renvoie? Et si vous pouviez impressionner vos interlocuteurs tant par la finesse de vos raisonnements que par la puissance de vos arguments. Je suis venu vous livrer une méthode 5 étoiles qui va vous permettre d'acquérir cette compétence, qui vous permettra de structurer vos idées avec clarté et précision. Elle vous permettra également d'argumenter avec persuasion et conviction. Inscrivez-vous dès maintenant si vous êtes déterminé à transformer votre vie en prenant enfin possession de vos pleines capacités intellectuelles. Un entrepreneur à succès, un acharné du travail, de beaucoup de résilience, énormément de C'est résilience. l'image qu'il te renvoie. Ça, c'est le livre, ça, Voilà. plutôt, non? Non, c'est l'image qui me renvoie. d'accord. C'est l'image qui me renvoie. C'est l'image qui me renvoie, même dans le. Bien sûr, le son lui-même, le titre, c'est ça en fait. C'est ça, c'est du rap de province et il arrive à. Voilà, ça prend une envergure, c'est incroyable. Et même sur le personnage en lui-même, c'est-à-dire que. Alors, ça, c'est très récent, mais Rick Ross, on le connaît dans une forme physique pas très
Avantageuse. Avantageuse, exactement. Et on le voit hein, à travers ses contenus. Enfin, la salle de sport, ça devient littéralement un mème. Exactement. Bien, ouais. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai plus appris de son livre. Enfin, après, ce qu'il renvoie, c'est le bling-bling américain, c'est la réussite afro-américaine aussi. Voilà, c'est toute l'Amérique qu'on voit, c'est-à-dire les strass, les paillettes, les femmes. Enfin, voilà, dans ses clips, il est très éducatif. Mais en lisant son livre, j'ai quand même appris sur le personnage et c'est très intéressant. C'est pour ça que j'allais venir d'abord l'image, sur l'image. de ce qu'il renvoie, comment vous l'apercevez. Moi, il m'inspire un homme noir dans une industrie américaine. Donc, au regard de l'actualité, je crois qu'il doit faire attention. Quelle actualité? On peut Didi, Hercule, le traitement médiatique des hommes noirs. Hein. Cette idée qu'il n'y aurait que eux qui sont des potentiels violeurs. Oui, C'est une racialisation. Après ça, c'est. Les États-Unis parlent. Attends, c'est intéressant ce qu'elle dit. Ouais, c'est intéressant, mais. J'ai lu ça, ouais. Epstein, Ouais, ça n'existe pas. Weinstein. Je vous invite à suivre la chaîne de musique Feelings qui fait une grosse analyse sur ça. Le frère, très intéressant. Il fait des bons trucs. Ouais. Tu peux nous en faire une synthèse, s'il te plaît? Je ne sais pas si j'ai les Ça épaules. va être long quand même. Tu as mis sur la table un sujet non négligeable. Mais cette idée que justement, il y aurait un effet domino en fait de plein d'artistes noirs qui qui sont accusés de viol, qui commettent des actes vraiment atroces. Hein. J'invite les gens à se pencher sur l'affaire d'R. Kelly parce que ça ressasse vraiment des atrocités. Et du coup, il y a vraiment cette idée où on projette sur les hommes noirs en fait une prédisposition à la violence, au viol, alors qu'il y a plein d'artistes dans le monde de la musique qui appartiennent à des univers blancs, hein, que ce soit européens ou bien américains. Et parce qu'ils sont blancs, ils ne sont pas condamnés, ou du moins leur image n'est jamais condamnée. Et voilà, c'est une invitation finalement à effectuer un traitement médiatique sur cette notion de culture du viol à travers tous les hommes et pas cristalliser cette problématique à des hommes noirs. Okay. Vous êtes d'accord, vous partagez cette Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça parce que je pars du principe que quand un Afro arrive au sommet et qu'il ne souhaite pas faire des compromis, il y a des moments où il peut être attaqué. C'est pour ça qu'on parle de l'importance d'être propriétaire de son business. C'est là où je dis, en fait, j'ai la polémique Kanye West. Il a été incompris, pour beaucoup. Il était incompris. Mais ce qu'il avait dit, en fait, c'est une vérité qu'on n'arrive pas à mettre en place, les Afros. Mais est-ce que tu es sûr que c'est une affaire de race, ça? Non, après, l'histoire, non, c'est pas moi, je ne mets pas ça sur la race, je mets ça sur le rapport de force dans le marché. Si vous n'êtes pas en rapport de force et qu'on vous impose des choses et vous essayez de les défier, ils vont tout faire pour vous détruire. Voilà. Dans la vie, en fait, on a ce « je te rends service aujourd'hui bah, tu me dois quelque chose déjà de base. Je pense que tu pointes de doigt le problème de Et du coup, il y a Omar Johnson, on peut ne pas accepter ses propos, quoi qu'est-ce, et d'autres spécialistes afro, ils essaient d'émettre aussi cet avis-là. C'est là où je dis simplement, à un moment donné, moi, ça m'intéresse pas trop, ça, pour l'instant. Parce qu'on aura peut-être les suites plus tard. Mais donc, pour résumer, tu récuses l'idée, en tout cas, l'accusation selon laquelle il y aurait une entreprise orchestrée par les médias mainstream WASP, donc blancs aux États-Unis, visant à diaboliser les figures représentatives de la réussite afro-américaine, notamment. Non, moi je dis qu'ils vont les diaboliser, mais moi je ne partirai pas dans l'aspect de la race. Quelles sont les raisons en fait? C'est les intérêts économiques. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder, je pense. C'est les intérêts économiques. C'est comme ça que je dis, moi, Rick Ross, entrepreneur, oui, l'inspiration, oui, c'est le rêve américain, c'est bien. Mais après, on doit aussi se poser la question de pourquoi tous ces Afro-Américains ne sont pas propriétaires de leur business. Ils sont obligés de composer avec les autres. Là. Et à qui servent-ils? Voilà, à qui servent les intérêts? Tout ce qu'ils génèrent, c'est pas pour eux en fait. Après, du coup, là, il parlait de ça, mais bon, à qui servent les intérêts? Après, voilà, t'as des meurtriers qui vont dans des prisons privées et on fait du bif sur leur dos aussi. Et pour Gigi, t'as un Epstein blanc, maintenant t'as un Epstein noir. Ça permet aussi de concurrencer, je pense. Ouais, mais après, je ne partirai pas jusque-là. Parce que... revenons sur l'indépendance qui peut être même perçue concernant Rick Ross comme presque un acte
révolutionnaire, Exactement. pourrait-on dire? Ah oui, Non? clairement. Sur Bah, c'est cette- ça. Parce sur qu'il y a cette- des États aux États-Unis, il y a des banques américaines afro. Pourquoi ils le mettent en place? C'est parce qu'il faut être fort économiquement. Et ça pose problème. Et ça, c'est Mathieu Garvey. Hein. Ben exactement, c'est N'oublie ce que pas. je disais à mon petit cousin. Il me disait, mais avant tu portais pas Adidas. J'ai dit, j'ai porté Adidas à cause de Kanye West. Parce que Yeezy à la base, ça ne m'intéressait pas. J'étais plutôt sur Nike. Mais c'est parce que Kanye West l'a porté, il a mis en avant que je suis allé sur Oui, les mais Yeezy. Oui, mais Kanye reste quand même. Parce qu'en fait, ce qui est important dans tout ce qu'on dit par rapport à Puff Daddy et autres, c'est que ces gens-là, en fait, ils servent les intérêts Mais de c'est qui? ça. Non, mais même Kanye, parce que tu dis Ouais, tu bah, portes des Adidas oui. pour Kanye. Ouais, mais- Kanye est Ouais. le fruit. Il a servi, oui. Mais En gros, maintenant- son génie créateur, parce que c'est un génie, qu'on le veuille ou non, après Ouais. on peut. Personne ne remet en cause son génie. Bah, non, c'est mais, ça, non, mais personne. voilà, Ouais. voilà, ça reste un génie. Après, il a des déclarations des fois où, borderline, on va dire. pour C'est pas rester- borderline, c'est des vérités qui font mal. L'esclavage est un choix, c'est normal. Non, après, il y a des moments Un aussi. débat, parce qu'elle a dit tout à l'heure, tu peux sauter du bateau. Après, bah oui, oui, oui. Attends, ça veut dire que c'est un attends. choix. Non, mais sérieusement. Bah, c'est sérieusement. ça. Non, Après, il a été maladroit. On est déjà intelligents, on est déjà intelligents, les amis. Ouais. Il a été- L'esclavage est un choix, pour moi, c'est Non, il a un crime été- contre- il a- c'est un il a- crime de dire ça. pour Il moi. a été maladroit. J'ai pas peur de le dire. Il a On été ne peut pas se maladroit. permettre de dire c'est un crime. On peut pas dire à des gens, quelqu'un qui connaît un tant soit peu l'histoire Ouais. de l'esclavage et même de la colonisation, Ouais. on ne peut pas dire à des gens que la colonisation est un choix ou que l'esclavage est Mais- un choix. mais- Même s'il existe des Noirs Ok. qui vont regretter le temps de la colonisation. Après, ça, sur ce passage-là, on sera tous d'accord. Non, non, mais attends. Moi j'aime toujours essayer de réfléchir loin de l'emportement émotionnel. Moi, je pose des questions toutes simples. Je me mets, je ne vais pas dire que je me fais l'avocat du diable, mais un phénomène qui a duré un certain nombre d'années, de siècles même. Il est logique, quand il perdure, que d'aucuns de l'extérieur se disent mais pourquoi ont-ils continué à accepter de L'esclavage. subir, là où peut-être, si on lit Ibn Khaldoun, ils se disent si ils sont soumis, c'est peut-être parce que ils acceptent de l'être. Donc c'est dans ce sens-là. Je ne dis pas que je suis d'accord. C'est intéressant. C'est une réflexion qui mérite d'être mise sur la table et après creuser sur la. Je vais y répondre, je vais essayer d'y répondre assez rapidement, mais c'est intéressant de dire ça, mais le problème c'est que dire ça, c'est méconnaître l'histoire de l'esclavage, je suis désolé de te le dire. Parce que si tu connais les mécanismes qui ont été mis en place, et en plus il y a eu le marronnage pendant l'esclavage. Il y a eu les révoltes dans les négriers, il y a eu plein de choses qui ne sont pas dites, mais qui se sont passées ou qui sont très peu dites, entre guillemets. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le mécanisme de domination, et en plus vous en avez parlé sur l'émission, voilà. Bon, bref. Tu m'en as parlé dans une autre émission. On en a parlé dans une autre émission. Les mécanismes du coup de domination de l'homme noir sont étayés, détaillés et expliqués. Donc ce que je suis en train de te dire, pour finir, c'est que dire que l'esclavage est un choix est une ineptie pour moi. C'est une ineptie dans le sens où, juste pour finir, c'est une ineptie dans le sens où tout était fait. C'est-à-dire que dès lors qu'on voyait une once des révoltes, les gens ils étaient pendus, ils étaient fouettés à mort. Donc tout a été mis en place pour laisser le noir dans la servitude. Après, moi, je vais te faire une mise en situation. Que penses-tu dans le film Wakanda? Je crois. Wakanda, c'est pas une référence. Non, mais dans le film, il y a quand même. C'est de la fiction. Fiction ou pas, il y a une scène qui doit te pousser à réfléchir. Au moment où Killmonger, là, il doit se faire. C'est la question que je pose. Il doit se faire tuer. Ouais. Il dit quelque chose qui n'a pas marqué beaucoup d'Afro. Ah, moi, ça m'a marqué. Il a dit je préfère mourir que vivre à genoux. Oui. Est-ce que les Noirs aujourd'hui on vit pas à genoux? Ça se rapproche de ce que Sékou Touré a dit, je préfère vivre. Oui, mais d'accord. Est-ce qu'on vit à genoux ou pas? Mais on vit à genoux, bien sûr. On vit à genoux. Mais il existe aujourd'hui, en gros, encore une fois, la révolution, ça prend du temps. Ça veut dire qu'il faut une vulgarisation et il faut avoir une sorte d'élite qui se crée. Il faut une sorte d'élite qui se crée pour amener au changement. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que ça va prendre du temps. Et ça se passe aujourd'hui, on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, quand j'étais tout petit, il n'y avait pas des émissions où on parlait des Noirs, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que peut-être que mes enfants, ils verront des choses encore plus grandes. Donc ça prend du temps. Moi, je suis un peu, ça va prendre beaucoup de temps. Mais... je suis un peu d'accord avec les deux points de vue. Et même pas. Non mais vraiment, non mais parce que en fait dans la phrase l'esclavage est un choix, est-ce que c'est pas une façon d'invisibiliser les luttes passées? Parce que ça peut être alors qu'on sait précisément qu'il y a des gens qui ont lutté. Et comme ils disent, ça prend du temps. Il faut peut-être des catalyseurs pour que ça aille plus vite, mais on n'en a pas. Mais après, c'est comme dans les médias. Moi, on m'invite à parler du racisme sur une chaîne télé, il me ramène la cause juive.
C'est quoi le but? C'est quoi le but de ramener tout ça? C'est juste pour vous dire que dans une société à dominance blanche, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres. Donc c'est à nous de faire le travail pour nous-mêmes assumer. On y revient. Là encore, je ne pense pas que ce soit un problème de race en tant que tel. Hein. On est dans un pays où le baromètre, c'est pas nous. Moi, quand je suis dans un pays où Colbert a écrit des livres, ou Arthur de Gobineau... Mais moi, j'aimerais qu'on se recentre sur l'ouvrage de Rick Ross, sur son rôle, parce que là, on est parti sur l'esclavage, sur est-ce que c'est un choix ou pas. Après, il y avait des douleurs toutes les psychologiques douleurs très sont profondes. importantes, il n'y a pas de... Moi, je voulais revenir sur Rick Ross, révolutionnaire à l'échelle individuelle. Peut-on considérer qu'il incarne peut-être une exemplarité qui pousserait d'autres à s'inscrire dans cette logique? Est-ce qu'il est exemplaire? Bon, exemplaire, c'est discutable. Sur le Moi, plan je prendrais entrepreneurial, plutôt ouais. 50, plutôt autant au niveau de l'entrepreneuriat, de l'exemple, 50 Cent, oui. Pourquoi? Parce qu'il a commencé dans le rap, et il a fait aussi beaucoup de projets. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ses projets, bon, il met en avant les afros, même s'il y a des thématiques qui sont un peu complexes dans ces séries, mais bon, c'est la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui, on nous montre un peu tout. D'accord avec toi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il met en avant beaucoup d'acteurs afro et c'est un business qui prospère avec lui. Moi, dans le regard d'une société comme la société américaine, qui est traversée par énormément de racisme et de logique post-esclavagiste, pour moi, un homme noir qui se démarque dans un contexte comme ça, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable, tant bien même, effectivement, c'est la sphère de la musique, c'est pas une sphère neutre. C'est-à-dire que, malheureusement, dans ces mécanismes, l'endroit où on fait exister les populations afrodescendantes, c'est souvent la musique, le divertissement. Mais à proprement dit, le fait qu'il apparaisse dans cet univers, qu'il arrive à transformer cela comme à travers son activité entrepreneuriale, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et en termes d'exemple, en termes d'exemple, je ne suis pas un homme noir, mais en tout cas, je trouve ça très, très inspirant. Surtout en tant que personne qui se spécialise par rapport à ça, les problématiques qui sont traversées par les hommes noirs, c'est des angles morts. Des angles morts à tous les niveaux. Sur le plan sociologique, par exemple, lorsqu'on parle des problématiques de race et de genre, c'est souvent cristallisé à l'expérience vécue des femmes noires. Intéressant et très important d'en parler. Mais il y a tout cet angle mort qui se joue aussi au niveau des hommes noirs. Et on voit cette problématique notamment dans un contexte américain, mais aussi un contexte français, un contexte belge. Autrement dit, quand tu analyses toutes les strates de la société, toutes les structures sociales, on voit que la plupart du temps, les hommes noirs sont dans une posture très désavantagée. Désolé, il est très tard. Très avantagée. Désavantagés. Oula, désavantagés. Que ce soit au niveau, par exemple, de l'emploi. Ce sont les individus, en tout cas en Belgique, qui sont surexposés au chômage. Ils incarnent et ils intègrent les postes les plus difficiles. Ils sont sous-diplômés, ce qui les propulse souvent dans des schémas de précarité. Aux États-Unis, on a tout ce schéma par rapport au système d'incarcération. On a mobilisé le concept de monoparentalité. Pour moi, c'est toutes ces affaires d'adversité, le manque de modèles positifs, le manque de représentation, toutes ces problématiques sont traversées par ces hommes noirs, ce qui font qu'ils sont surexposés à énormément de violence, mais personne n'en parle. Moi, j'ai écrit un article qui dit pourquoi la sociologie a ghosté les hommes noirs. Je pense qu'on devrait vraiment s'atteler à traverser et à étudier cette problématique. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les personnes qui parlent de cette problématique sont toujours des femmes noires. Léonora Miano notamment. Léonora Miano, par exemple aussi Bell Hooks aussi, qui s'est exprimée dessus. Et ce serait très important. Et c'est ce qui est horrible, Comment c'est tu que... l'expliques ça? J'y viens. Très cool, on est connectés. C'est que la parole des hommes noirs, non seulement elle est silencieuse, mais elle est aussi silencée. Ils n'ont pas d'espace de parole pour pouvoir exprimer ce qu'ils disent. Alors, tu aimes bien parler du background scolaire, académique. Le fait qu'ils soient sous-diplômés fait qu'ils ont du mal aussi à pouvoir acquérir certains outils pour pouvoir expliciter leur vécu. Donc tu as la réponse. Oui, tu me poses la question, je réponds. Non, ce que je veux dire, tu as la réponse, c'est-à-dire que finalement, l'invisibilisation, on en est nous-mêmes propres responsables. Entre autres. C'est-à-dire aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'à nous de prendre en main la charge de porter un regard critique avec une plume
poser un diagnostic sur nos problèmes, puisqu'on est les premiers concernés. En fait, le souci, c'est que la problématique qui est traversée par ces hommes noirs, au regard de ce que je vois de mon expertise, c'est qu'elle n'est pas toujours très conscientisée. Elle n'est pas conscientisée du tout, en fait. Parce qu'on fait demeurer la posture des hommes noirs à travers un mythe où eux aussi seraient bénéficiaires du patriarcat. Ils le sont, mais dans des petites marges de la société, finalement. Et très souvent dans les sphères domestiques. Mais il y a plein d'homologues masculins qui seront là pour en témoigner, peut-être me contredire, peut-être confirmer ce que j'ai à dire. Il y en a, ils sont contents d'être fétichisés. Oui, mais bon, oui, mais ça reste une problématique. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça rejoint peut-être involontairement l'accent sur lequel j'ai incité tout à l'heure, la carrière attitude. Parce que l'homme afro, beaucoup, se considère le modèle de l'hypervirilité qui l'éloigne de toute considération universitaire et intellectuelle. De facto, et le manque de modèle. Voilà. Alors, justement, transition de tout trouver, l'ouvrage de Rick Ross, et c'est ce qui nous dit, moi, il m'a pris à contre-courant. Honnêtement, moi aussi, il m'a fait. À contre-pied même, je dirais. Je pensais que bon, il allait faire la promotion du bling-bling à tout va, de sa vie d'épicurien, qui est en haut de sa montagne de l'Olympe, là-bas, il mange, on sait tout le reste. Et puis au final, je découvre un livre de plus ou moins de développement personnel, et surtout qui connaît une progression. C'est comme si en l'écrivant lui-même, il se découvre progressivement, d'accord ? Donc il y a pas mal de bons conseils. Le premier étant à l'américaine, prends ton destin en main. C'est pour ça, être boss, c'est pas juste donner des ordres, c'est en fait sois maître de ta vie. Et puis il y a un passage, moi, page 130, qui forcément ne pouvait pas m'échapper. En grandissant, j'ai commencé à m'intéresser à mes études. Elles m'ont extrêmement été utiles, non seulement dans le domaine des affaires, mais aussi dans mes relations avec mes amis et les membres de ma famille. Garder l'esprit ouvert et savoir que je ne sais pas tout m'a ouvert beaucoup de portes. Quelques lignes, il résume à peu près un acte des plus révolutionnaires qui doit heurter tous les jeunes, afro en particulier. C'est, encore une fois, le moteur d'une élévation, on en revient au même point, c'est les études. Les études. En précisant qu'il n'était pas bon à l'école, mais qu'il avait sa mère, la figure maternelle et sa sœur qui étaient très bons. Donc du coup, il y a tout ça, ça veut dire que, encore une fois, même tu parlais des grands frères, même dans une fratrie, on peut se pousser. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est important de le dire. Merci de cette précision. Et comment réagissez-vous quand vous avez un Rick Ross qui incarne une réussite, qui manifestement a la tête relativement bien faite, mais qui, dans ses musiques et dans certains de ses produits, est l'instrument luciférien par excellence. Il prône l'hyperconsommation, la drogue, le sexe à outrance. D'aucuns diront que c'est comme un film et qu'en fin de compte c'est une fiction et qu'il ne faut pas y voir une influence quelconque. D'accord. Ah, ça, je dis bien d'aucuns. Je dis bien d'aucuns. C'est pas mon propos. C'est un moyen de se dédouaner. Après, c'est de l'entertainment. Tu es là pour. Ouais, mes amis, l'entertainment, d'accord. En fait, regarde. Moi, je prends toujours l'exemple d'un rappeur français qui, pour moi, est un grand rappeur. Desporuti. Ah oui. Mais il a incompris. L'un des plus grands. Il a incompris. Pourtant, il aborde des vraies thématiques, mais il a incompris. Maintenant, il avait un autre choix. Il fait des morceaux très courts, ambiançants, il aurait vendu. Mais force est de constater mais il n'a pas voulu se... il n'a pas voulu se traverser. Voilà, non, mais ça, il faut le dire. Parce que, il a dit tout à l'heure, c'est le choix entre manger et faire de l'argent. Non, c'est le choix entre se travestir. Moi je pense, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Je pense que quand tu es passionné d'un art, tu vois, Desporuti, moi je ne l'ai pas trop écouté parce que j'étais un peu jeune, mais j'ai des échos des grands frères. Ouais. Mais Desporuti, j'ai réécouté des fois certains de ses sons. C'est incroyable. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'après, Desporuti, il a fait une émission j'ai oublié chez qui, mais il a expliqué qu'il a eu des problèmes psychiatriques aussi. Kenny aussi peut-être à l'époque où il a parlé. Mais Kanye est un bipolaire. Kanye est un bipolaire. C'est quoi être bipolaire? Être bipolaire, c'est avoir des phases maniaques et des phases dépressives. Plus tard, mais en tout cas, moi je suis dans la santé, c'est ça en tout cas chez nous. Après, je sais pas. Après jamais au on revient quand même à Rick Ross. Que pensez-vous? Quel regard portez-vous? Donc vous me dites, c'est de l'entertainment. Non, moi je me dis... Non, moi je le dis pas, je dis certains le disent. Okay. Moi je pense qu'il y a tout un travail médiatique, bien évidemment. Moi je pense qu'on essaie de servir quelque chose aussi à la population américaine. Autrement dit, on incite, en tout cas la marge de manœuvre où on laisse exister ces hommes noirs dans l'univers de la musique, c'est à travers ça
Et ils vont le performer aussi, parce que du coup, ça peut donner une porte d'entrée à un certain succès, une accumulation de richesses, qui leur permet aussi parfois de faire... Vendre son âme. Du coup, vendre son âme. Qui ça? Vendre son âme. Vendre son âme. Vendre son âme, peut-être ça c'est vous qui le dites. C'est une question, hein. Moi, c'est pas forcément la vision que je dépeins. Je suis sociologue, moi je m'ancre plus dans cette vision. Et donc, du coup, ce succès te permet d'avoir de l'argent et donc se propulser dans un certain essor économique. Mais moi, je le vois aussi à travers une autre porte d'entrée. Personnellement, moi, j'adore Guy de Besbar. Sa musique n'est pas connue pour être de la musique de grand intellectuel, mais pour moi, ça me fait plaisir de voir des hommes noirs s'amuser, créer de la musique qui rend joyeuse, et même matérialiser toutes ces acquisitions, ces richesses, alors qu'ils sont extraits d'un quartier populaire. Moi, c'est quelque chose que je comprends et auquel je m'identifie dans le côté très hustle, en fait. Et c'est une fibre que je respecte. Bien sûr qu'en tant que personne qui... très réfractaire par rapport à l'image des femmes et comment on les projette médiatiquement à travers la nudité et l'hypersexualisation. Je suis très réfractaire de ça, mais il y a aussi cet angle-là où il y a ce côté self-made qu'on retrouve dans le parcours de Rick Ross, cet empowerment de lui-même, empowerment noir, que je respecte et qui m'inspire. Et c'est aussi un angle de vue que je projette aussi sur eux. Après, je vais te poser une question toute simple. J'ai... Non, des questions. Je te le souhaite, demain tu deviens maman, un garçon, il a 15 ans, il tombe sur Rick Ross ou l'équivalent d'un Rick Ross. Et directement il se dit, ah maman, ça y est, j'ai trouvé ma vocation, je veux faire du rap et j'en ai marre des études. Comment tu le prendrais? Je ne vais pas l'empêcher de faire ça. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va tout cristalliser à travers, valoriser les connaissances de mon enfant à travers justement sa capacité à s'inscrire dans un parcours académique. Bien évidemment, je suis terre à terre. Je sais très bien que en tant que personne racisée, investir le monde académique, ça peut t'aider à avoir une certaine stabilité. Je comprends très bien l'importance des diplômes, surtout dans cette société, mais je pense que la manière de créer le génie ne se cristallise pas forcément dans les murs du monde académique, par exemple. Donc si c'est un génie dans la musique, mais bien sûr que je vais le pousser en ce sens. J'ose espérer que je serai assez chaude dans la vie pour le laisser s'épanouir dans ce domaine. Peu importe, même s'il veut devenir peintre, je le suivrai dans son projet. Ou la suivrai. Comment on dirait amen, vive l'intelligence émotionnelle. Moi, je suis de ceux qui, vous savez, de toute façon, vous connaissez ma position, qui militent davantage pour insister et inviter les nôtres, parce qu'on a des Rick Ross, on en a déjà eu à la pelletée, pour qu'ils investissent leur intelligence rationnelle prioritairement. Vous, quel est le regard que vous portez sur sa responsabilité? Je crois que tu voulais parler. Et de sa responsabilité. Moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité. On ne peut pas nier. En revanche, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, quand on observe un petit peu la façon dont a évolué le rap, surtout dans les années 90, tu as cité Guy de Besbar, et le rap, depuis quelques décennies, c'est de la virilité, de l'hyper-virilité pour reprendre ton terme. Et un rappeur joyeux, tout simplement joyeux, et qui expose ses richesses, c'est pas spécialement viril. Il y a tout un fantasme autour du rap, du gangsta rap. Parce que tu t'as cité 50 Cent tout à l'heure. C'est ça en fait, c'est le fantasme qu'on avait tous. Et moi je pense que Rick Ross, oui, toutes les personnes qui rappent, en tout cas qui ont eu à pratiquer le gangsta rap, ont une part de responsabilité. Sur la communauté, les efforts bien sûr, c'est les seuls rôles modèles qu'on a. Et donc évidemment qu'il y a une part de responsabilité maintenant sur l'aspect entrepreneurial, parce que moi c'est ce que je retiens, comme ça fait écho à ma profession. J'admire énormément, il le dit dans le livre, c'est-à-dire qu'il a gagné de l'argent, mais il y a un moment donné où il a épargné. Il y a un moment donné où il a eu cette conscience de se dire je ne vais pas brûler les étapes, je vais attendre, je vais voir, je vais investir. Et malheureusement, ce que je reproche à beaucoup des nôtres, c'est qu'on est très immédiat. Dès qu'on gagne de l'argent, mais encore une fois, c'est des biais psychologiques, c'est la sociologie, mais c'est la raison pour laquelle justement on est à ce point désorganisé sur l'aspect financier. C'est-à-dire qu'on ne planifie pas, on n'est pas très long-termiste. On est dans l'immédiat, on consomme. Et puis, il y a une phrase que j'aime citer, c'est quand on demande au cerveau de choisir entre la facilité et la vérité, très largement, il choisit la facilité. C'est-à-dire que les autres produisent, nous consommons, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, et principalement dans mon métier, la difficulté, c'est d'expliquer aux gens
qu'ils ont tout intérêt d'épargner, d'investir. Et la tâche est très complexe, hein, parce que la plupart des gens n'y voient pas de grand intérêt. Ouais, mais je vais investir, mais s'il m'arrive quelque chose demain, pas de planification, rien du tout, alors que on le voit chez les autres. Ce qui fait justement que ce sont des communautés qui s'organisent, c'est l'aspect de transmission. Et la transmission, ça suppose qu'on ait d'abord soi-même travaillé, qu'on ait fait cet effort, hein, de gagner de l'argent. Alors plus largement, au-delà de gagner de l'argent, c'est de pouvoir transmettre. Transmettre les bons schémas psychologiques sur l'argent, hein, tout simplement. Et ça, c'est ce que j'admire en tout cas chez lui, chez Rick Ross, dans son parcours. C'est ce volet-là. C'est ce volet. Le Dr Jekyll, le Mr Hyde, le Dr Jekyll, c'est le bâtisseur. Exactement. Donc, du coup, toi là, c'est éducation financière. Exactement. Ouais. Bah, ça aussi, ça va être très compliqué. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Là, on parle de Rick Ross, mais nous, par exemple, qui sommes en France, on n'a pas beaucoup d'exemples par rapport à ça. Moi, quand j'étais petit, si je prenais les grands frères de la communauté afro que je voyais, donc je ne parle pas de mes frères à moi, mais des gens que je voyais autour de moi, c'était Père de Louboutin, jean à 1000 euros, boîte de nuit et tout ce qui va avec. Donc là, on part de loin. Ouais. C'est ça, c'est l'immédiateté. Et puis c'est surtout une culture. La culture de l'argent, c'est la culture du pauvre. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que dans des milieux populaires, on nous explique les performances du S&P 500, par exemple, sur des décennies. Disons que c'est la culture du pauvre, et en même temps, et là je te rejoins, c'est les conséquences de cette décapitation de l'amour-propre rattaché à la couleur de peau, au point où un afro, en tout cas pour beaucoup, se sentent valorisés, se sentent importants, dès lors qu'ils ont une marque. S'ils n'ont pas une griffe sur eux, quelque chose qui est censé avoir de la valeur marchande, eh bien, ils se sentent dépossédés de toute valeur. Exactement. Je me souviens d'une tante, pour vous donner une anecdote qui illustre mon propos, qui était habillée de manière un peu improbable, et c'est moi qui dis ça, et je l'interpelle, je dis « Mais tantine, c'est pas très joli ce que tu portes ?» Elle me répond « Ah mais attends, c'est du Gucci. » Je dis « Alors ?» Elle me dit « Ah quoi, c'est du Gucci, tu crois quoi ?» Bon. Donc, en somme, il y a cette conséquence, et c'est pour ça que là-dessus, on te rejoint tous, la dimension psycho-sociologique qui remonte très loin et qui conditionne notre comportement. Nous, on rajoute juste l'élément, maintenant, prise en charge avec rupture et ne pas être uniquement l'esclave du passé, mais devenir, comme disait Aimé Césaire, ne soyons pas les inventions du passé, mais devenons les inventeurs de l'avenir. Et c'est dans cette logique-là que l'aspect révolutionnaire a toute son importance. Et Rick Ross insiste sur un autre aspect, devenir spécialiste dans un domaine. Parce qu'il invite les gens... Ça, c'est très important. Voilà. Ouais, il invite les gens, il ne faut pas être un touche-à-tout et par contre, ni être un maître dans aucun domaine. Vous devez vous concentrer sur votre objectif principal lorsque vous débutez. Les empires se construisent brique après brique. C'est ça. Donc, devenir spécialiste dans un domaine, c'est un mot d'ordre. Ça, c'est très important. Parce qu'en gros, le problème de certains, c'est qu'on s'éparpille. Voilà. C'est-à-dire vu qu'on est bon à trouver un peu partout, mais du coup on excelle dans aucun domaine. Exactement. Mais en fait, pour revenir sur Rick Ross, parce que franchement, Rick Ross, moi j'aime pas du tout. Honnêtement, de base, c'est vraiment pas ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime pas justement par rapport au fait qu'il peut mal influencer en gros la jeunesse. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, au-delà même de la spécialisation, donc déjà faire quelque chose qu'on aime, c'est trop important. Et on a tout, je pense qu'il y a une phrase, je sais pas de qui c'était, mais il y a une phrase qui dit, en gros, fais ta passion, si tu peux en vivre, c'est très bien, mais assure-toi une sécurité, c'est-à-dire sur le plan académique ou autre, pour essayer de vivre de ta passion. Par exemple, si c'est l'écriture, je sais pas moi, le rap, la peinture, quoi que ce soit, mais assurons-nous d'une sécurité. Donc pour revenir à, si moi, demain ma fille veut devenir rappeuse, danseuse, ce qu'elle veut, pas de souci, mais assure-toi quand même d'une sécurité académique pour après faire ce que tu veux. Et en vrai, même si elle finit son master et qu'elle ne veut pas travailler après le master, grand bien lui fasse, elle aura sa sécurité. Et juste pour Rick Ross, et après j'arrête parce que je vais laisser la parole aux autres, Rick Ross, il a dit, et c'est très intéressant, c'est qu'il explique en gros que la plupart des rappeurs, en gros il dit qu'il a acheté une maison en Géorgie d'un ex-boxeur, Holyfield, qui vivait au-dessus de ses moyens. Et ça, pour revenir sur la communauté afro, on est beaucoup à vivre au-dessus de nos moyens. Et juste pour revenir sur ce que tu dis, c'est super intéressant. Est-ce que ce problème-là financier n'est pas le mot du monde noir en général, c'est-à-dire du continent africain? Le manque de projection. En France, on se projette sur 100, 200, 300 ans. En Afrique, les politiques, là je parle des politiques, après je dis pas que l'Africain ne se projette pas, mais
force est de constater quand même que dans nos pays africains, même s'il y a l'AES, il y a des choses qui se passent. On va voir. J'attends de voir, comme le dit saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc, T'attends de ce voir. que tu défends, c'est qu'en Afrique, on Ouais. vivrait au-dessus Non. des... Ce que je disais, c'est le manque de Projection. Ah. long-termiste. Et là, C'est-à-dire que... tu me tends une perche incroyable pour finir, J'ai mais pas- incroyable, je m'y attendais. Vas-y, vas-y. Incroyable, mais tu vas pouvoir rebondir dessus. Précisément l'AES. Y voyez-vous une action révolutionnaire? Bien sûr. Ah oui, là, Bien sûr. clairement. Très bien. Alors maintenant, comment pour vous cette révolution, dans les actes, se traduit-elle? Quelles sont les œuvres qui ont été mises en place qui valident ce qualificatif Bah, révolutionnaire? ils ont l'aspect idéologique. Ils ont l'aspect organisationnel. Ils ont l'aspect culturel aussi. Et ils ont les compétences, donc des experts. Moi, je disais souvent, ils ont eu des sanctions de la pseudo-CEDEAO. Tout le monde disait qu'ils allaient céder. Mais la solidarité qu'ils ont développée leur ont permis de ne pas céder. Maintenant, il y a des sceptiques chez les Afros aussi qui souhaitaient l'échec de cet AES. C'est là où je dis, en fait, à un moment donné, la perception qu'on a de nos semblables aussi nous pousse à douter souvent. Maintenant, c'est un acte révolutionnaire parce qu'ils sont jeunes. Et quand j'écoute Ibrahim Traoré, j'ai l'impression d'avoir la réincarnation de Sankara. Ce n'est pas le militaire africain du Bonganda ou le film je ne sais pas quoi là. C'est un militaire qui est instruit. C'est là où je disais, il avait fait une vidéo, il parlait de l'entrepreneuriat. Il disait que quand un jeune Africain partage un message entrepreneurial sur ses réseaux sociaux, il n'y a pas assez de vues, pas de likes. Mais quand il partage de la bêtise, il y aura plus de repartages. clairement. Ouais. Parce que le cerveau a deux zones, émotion et pensée. On est trop axé sur le plaisir immédiat de l'émotion. La partie pensée te poussera à réfléchir. Et quand tu dois réfléchir, ça demande plus d'efforts. Et juste pour chuter, je dis souvent, Sankara disait, consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. C'était à une autre époque, on est encore en 2024 et on se pose les mêmes questions. Merci. Quels sont les actes, à vos yeux, que l'AES a posés qui peuvent être qualifiés de révolutionnaires? Moi, c'est plus le fait de... Mais déjà, je suis trop triste qu'on n'en parle pas assez de l'AES. Pour moi, c'est un acte tellement révolutionnaire parce que je pense que sur le continent africain, notamment sur les pays francophones, il y a cette espèce de mythe, de malédiction sur l'Afrique francophone, qu'elle ne va jamais s'en sortir. Et pour moi, c'est un acte hautement politique, hautement très révolutionnaire d'être sorti de la CEDEAO, qui du coup... d'après plein d'expertises en sciences politiques et sous la joug et la gestion finalement de la France, hein, quelque part. Et en fait, ça permet de mettre, de visibiliser cet espoir en fait, d'internationalisme en fait, qui est défendu notamment dans l'ouvrage de Saïd Bouamama. Exact. Autrement dit, pour penser la rupture du système, pour pouvoir instaurer une vraie justice sociale, c'est d'abord s'inscrire dans une solidarité militante entre plusieurs pays, s'inscrire dans ce qu'on se dit dans l'union unificatrice pour pouvoir vraiment créer ce rapport de pouvoir en étant attentif aux discordes internes pour que ce ne soit pas utilisé pour réactiver des systèmes d'oppression. C'est pour ça que je n'aime pas la sacralisation des élites. Moi, j'aime bien faire l'effet inverse. On parle bien du top-down. Moi, je suis bottom-up. Ça veut dire partir du bas pour créer le haut. Comme ça, on prend... C'est-à-dire penser la révolution à travers les populations les plus subalternisées. À chaque fois, tu me cherches sur ce sujet. Partir du bas pour... Oui, partir du bas, donc partir des populations les plus subalternisées, les populations agraires, celles qui ne sont pas représentées dans les sphères politiques officielles, pour pouvoir penser la nation, pour pouvoir penser l'avenir et pouvoir penser vraiment l'émancipation pour tout le monde. Parfait. Pour tout le monde, je ne sais pas si c'est faisable, mais... Là, tu oublies le protocole de Lisbonne. Tu as un exemple ou pas de réalisation, comme tu l'as dit, de bas vers le haut? Mais Sankara portait ce projet, en tout cas. C'est une élite organisée d'abord. Exactement. Oui, mais il était très attentif et il portait vraiment attention à écouter justement les populations subalternisées, notamment par exemple les femmes.
ils portaient très attention par Mais il y rapport avait à une ça et leur organisation position déjà. Mais in fine, pouvoir la- penser en fait les systèmes inégalitaires qui avaient été notamment instaurés à travers la période coloniale. Donc pour moi, c'est un des éléments justement de pouvoir utiliser des groupes qui ont été invisibilisés systématiquement et qui sont surexposés à des vulnérabilités, utiliser aussi leurs problématiques pour pouvoir penser la révolution. Je trouve quand même assez intéressant qu'une doctorante, donc l'incarnation de l'élite universitaire par excellence, ne reconnaisse pas, ou du moins semble minimiser la nécessité dans un processus de renaissance ou de révolution, de l'action de l'élite sur le peuple. Moi, je ne dis pas que l'élite, c'est quelque chose de trop nul et qu'il faut dissoudre. Je pense juste que c'est très important d'être dans cette coopération, d'être toujours attentif parce que en étant dans la sphère élitiste, c'est très facile de se déconnecter. J'aime bien prendre l'exemple de l'anecdote que j'ai exprimée par rapport au quartier populaire. Je suis moi-même, j'ai grandi en quartier populaire et je t'ai dit que j'ai fait ce travail justement d'aller vers eux pour comprendre leur réalité. Et quand j'ai parlé avec eux, les premiers contacts que j'ai avec eux, c'est qu'ils ont projeté sur moi le fait que je suis une élite, que je ne comprends pas leur réalité, alors qu'on a eu exactement le même background. Tout simplement pour te dire que même quand tu rentres dans le monde académique, des fois ça t'enferme dans des sphères micro-protégées. On ne se rend pas compte à quel point c'est un système qui te pervertit. Et c'est pour ça que c'est super important d'être toujours connecté Mais je crois- par rapport à ces groupes. Tu viens et on Non, te mais dit je toujours je te rejoins sur ce que tu dis, mais le problème c'est que, encore une fois, je pense qu'il faut des garde-fous, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une élite que tu dois pas. Justement, l'élite, le base, surtout dans une révolution, l'élite écoute le peuple. Écoute le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Elle écoute le peuple pour amener à la révolution, parce que sans le peuple, la révolution n'est rien. Herman, c'était le propos de ta Donc, question. non Est-ce que tu as un exemple comme ça De de révolution où Parti c'est dans le parti bas. d'en bas? Il n'y en a pas ça. Ça, c'est dans l'idéal, peut-être. C'est plus dans l'idéal, Dans effectivement. Ouais, c'est ça, c'est Mais dans de toute l'idéal. façon, Sankara défendait aussi un idéal qui s'est pas Mais il a vraiment matérialisé. mis en Il n'en place, demeure tu pas moins vois. que Et il faisait partie de l'élite. Sankara, il a dit, Et c'est il a dit, continu, d'ailleurs. il a dit lui-même, Sankara, une révolution axée sur des mots n'est pas une révolution. C'est des actes. Il est passé de l'idéologie à la mise en pratique. Mais lorsqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, la manière dont les coups d'État ont été organisés, La manière ça a été dont les animé, restaurations de l'État ont ça a été été mises en place. animé notamment par une jeunesse civile qui Mais qui a justement s'est inscrite dans une insurrection juste et cette qui a jeunesse- soutenu Ok. ces Juste- groupes juste armés cette- notamment. cette Pour moi, jeune- c'est un exemple pas qui vraiment vient le d'en bas Juste aussi. cette jeunesse-là, C'est pas vraiment le cas. pour ceux qui ne le savent pas, c'est une jeunesse qui a été instruite. Il faudra regarder et suivre les discours, par exemple, des ministres maliens, des ministres du Burkina. Tu sens qu'il y a quand même de la matière. ils sont Ils sont quand intelligents. même, Mais Abdoulaye après, Bien sûr. Saluons Abdoulaye Diop, Abdoulaye Diop, c'est charismatique. Pour exact. rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on se disait tous que c'était foutu, que c'était Exact. maudit. C'est ça. Moi, en 2019, j'avais des discussions avec un ami à moi sur ça. On se disait, mais est-ce qu'avant de mourir, on va voir quelque chose? C'est ça. Là, déjà, on l'a vu. Tu as parlé d'actes qu'ils ont fait, je crois. Posé, ouais. Ils essayent de virer des militaires s'ils ne l'ont pas déjà Exactement. fait, etc. Au niveau de l'or, il y a des organisations pour les raffineries. Il y a plein de choses qui font plaisir à voir. Mais après, oui, comme il insistait dessus, il y a quand même une élite. Mais après, une élite qui écoute le peuple. Si c'est une élite qui n'écoute pas le peuple ou qui écoute le peuple en faisant semblant, après pour piller tout le monde, effectivement, ça ne sert à rien. Mais là, je pense qu'on est quand Il y a même... l'émergence sur- d'une nouvelle élite Voilà. patriotique. Je pense que là, Panafricaine. on est sur une belle avancée. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres pays bien stratégiques qui vont rentrer dedans? On espère. Mais au moins, déjà, maintenant, il se passe quelque chose. Là où il y a quelques années, on était comme ça. On se Attentif, disait, on subissait le tiens, destin. comment on va faire? Tu vois, ou Après, pas il y a Ici, aussi la- Et après, juste, Pardon, c'est une je vais thématique rebondir. tellement riche. Je On vais peut rebondir comme un ballon de basket à la je vais Robinho, rebondir sur quelque chose en qu'il a mode dit. LeBron James. Sauf que, hélas, toutes les meilleures choses, même les Donc, une meilleures fin. choses ont une fin. Herman me coupe. Il y avait beaucoup de choses à dire. Parce que j'y suis contraint, j'en suis désolé, mais nous ne voulons pas non plus que vous partiez avec une certaine frustration. Je vous laisse honnêtement 30 secondes en guise de conclusion à caméra adressée à la jeunesse. Je vais commencer. Vas-y. Du coup, pour m'adresser à la jeunesse, le frère à côté de moi a parlé de Thomas Sankara qui parlait de remettre les femmes au centre du projet. Pour moi, dans la communauté afro, actuellement, c'est ce qu'on doit faire. Pour moi, on délaisse trop la femme afro.
on la laisse trop sur le côté. Même des gens de la communauté afro eux-mêmes la critiquent et la balayent d'un revers. Et je pense que c'est important de la remettre en valeur et de la réintégrer au centre de nos projets. Parce que pour moi, ça sera notre carburant. Car une voiture sans essence n'avance pas. Merci. Très bien. Bon, le message pour la jeunesse, c'est de maîtriser son histoire. Maîtriser son histoire, valoriser nos croyances et nos cultures. Ensuite de ça, s'organiser pour peser économiquement. Tant qu'on ne pèsera pas économiquement, on ne pourra pas participer à des grandes décisions dans ce concert des nations. Et je tenais aussi à dire merci beaucoup aux BRICS d'avoir renouvelé, redynamisé le monde. On n'est plus dans le système bipolaire. Merci. Là, tu t'es adressé à la jeunesse pour le BRICS. Le BRICS, ils doivent savoir qu'on va passer sur une nouvelle Moi, je monnaie. te taquine, petite boutade. Pour rappeler un petit peu l'objectif de cette émission, mon message à la jeunesse, c'est de lire énormément. Parce que les mots permettent de saisir la complexité de ce monde, les concepts. Il faut lire, il faut s'armer de mots, il faut les maîtriser. C'est très très important. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, j'ai rien d'autre à dire à part ça. Merci. Marie-Fidèle. Moi, c'est une incitation à la jeunesse à lire Saïd Bouamama, auteur incroyable qui a pensé les révolutions, qui nous permet justement de nous replacer identitairement dans quelque chose de positif, dans quelque chose de fort, pour penser le monde de demain, notamment dans le fait de renverser le système impérialiste, bien évidemment, essayer de tenter de devenir une puissance économique, mais être une puissance économique avec un cœur réparé, parce qu'un cœur brisé dans un système où tu as beaucoup d'argent, je ne crois pas que ça fait quelque chose de très joli à l'échelle collective. Donc se saisir de cet auteur aussi sur cet aspect-là. Merci beaucoup. Et pour finir, du coup, déjà, je tenais à tous vous remercier. Merci de cet échange, c'était vraiment incroyable et ça m'a fait plaisir. Et pour la jeunesse, vraiment, apprenez à vous aimer, apprenez votre histoire, lisez et n'écoutez pas, en gros, n'écoutez pas tout ce qui va vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Très bien, merci. Il faut que rajouter, là vous avez quasiment tout dit. Bon, moi je vais me permettre une petite virgule. Soyez des révolutionnaires et cette révolution doit d'abord commencer dans votre placard. Cette révolution doit commencer dans votre salle de bain. Cette révolution doit commencer dans votre salon. Cette révolution doit d'abord être intérieure, personnelle. Ça a été dit ici, par les mots, par la connaissance, par une élévation de vous-même. Briser le complexe d'infériorité, vous percevoir comme des princes et des princesses, mais pas juste des titres qu'on balance comme cela, avec ce que ça implique au rapport au devoir, le sens du devoir. Laissez celles et ceux qui ne jurent que par le droit, focalisez-vous sur votre devoir. Devenir compétent dans un domaine, exceller, le devoir de solidarité auprès des vôtres, auprès de votre famille, le devoir d'élévation par la connaissance. La transmission, c'est le mot-clé. La révolution collective sur le long terme doit se conjuguer par la transmission. Mais on ne transmet pas le vide, on transmet de la matière, à commencer par la matière cérébrale. C'est aussi ça la librairie africaine, vous permettre, si vous étiez un peu endormi, de vous réveiller face à certaines nécessités. La nécessité absolue étant celle de sortir de la victimisation, de sortir des traumas, sans tomber dans l'amnésie, mais surtout en se focalisant sur l'avenir. Tel que je l'ai évoqué tout à l'heure, en faisant référence à Aimé Césaire, ne soyons plus les inventions du passé, devenons les inventeurs de l'avenir. À commencer par se réinventer soi-même par les mots, par la beauté qui plus est. Saluons notre partenaire, Présence Africaine, qui, faut-il le rappeler, est une institution et qui vous accueille en vous ouvrant à bras-le-corps pour que vous puissiez aller y puiser des pépites de connaissances, du carburant de savoir, la route étant longue et avec un petit code promo, vous pouvez saisir tout ce qui constitue, tout ce que votre cerveau réclame sur le plan de l'élévation et de la construction. En un mot, nous n'avons plus d'excuses. Aujourd'hui, l'ignorance est un choix et l'ignorance est une longue nuit. L'ignorance est une mort lente. Lisons, vivons, faisons le choix de l'excellence ou mourons. À très bientôt.